Voilà, alors on va démarrer cette séance spéciale du déjeuner sociologique et je souhaite la bienvenue au public et à nos invités. Donc l'Institut de recherche sociologique de l'Université de Genève et son unité de sociologie visuelle sont très contents d'accueillir cette deuxième séance du séminaire itinérant Corps Beauté. Alors, pour préciser peut-être aux gens qui sont dans la salle pourquoi ce dispositif technique très impressionnant, c'est que donc ce séminaire est itinérant, passe d'une université à l'autre, et toutes les séances sont filmées et on peut ensuite les regarder réunis sur une page hypothèse, c'est comme ça qu'on dit. Donc il y a le public réellement présent dans la salle et puis ensuite il y a tous les autres, des autres universités et du monde entier qui vont évidemment aller regarder ces conférences sur la page hypothèse. Le monde entier, voilà. Le monde du corps et de la beauté. Voilà, je ne vais pas trop prendre de temps. Merci beaucoup aux organisatrices, merci beaucoup à nos invités et puis je ne sais pas à qui je passe la parole. À toi. Bonjour à tous, on est super content d'être ici aujourd'hui pour cette deuxième séance. Donc je remercie beaucoup Cornelia Hummel qui nous donne l'opportunité de nous exprimer ici. Je vais me présenter brièvement. Je suis chercheuse associée à l'Université de Paris-Descartes et depuis le mois d'octobre 2017, je suis aussi chercheuse associée à l'unité de sociologie visuelle de l'IRS. Je voulais présenter un petit peu mon rapport au corps et à la beauté, qui est une thématique que je travaille depuis longtemps. Lors de ma thèse, j'ai cherché à identifier en quoi l'expérience esthétique des hommes et des femmes était un support identitaire clé pour eux, notamment au prisme du genre. Et actuellement, je désire orienter mes travaux en croisant la sociologie des pratiques esthétiques à la sociologie du vieillissement. Je voulais également présenter les co-organisatrices de ce séminaire parce que voilà, il est le fruit de nos trois terrains. Camille Couvry, donc, qui est à mes côtés aujourd'hui, qui est chercheuse associée au laboratoire d'Isolab de l'Université de Rouen en France et qui a réalisé sa thèse sur le rapport à la beauté et sur les logiques enchevêtrées de classe et de genre sous-jacentes à la pratique des élections de Miss. Je présente également Eva Carpigo, qui est la troisième co-organisatrice de ce séminaire, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, qui est avec nous par la pensée. Elle est doctorante en anthropologie à l'Université de Strasbourg et elle réalise sa thèse sur la figure du chirurgien esthétique, son importance dans nos sociétés contemporaines, avec notamment un comparatif entre la France et le Mexique. En guise de courte introduction, je tenais d'abord à expliquer en quelques mots les particularités de ce séminaire, Corps et Beauté, parce que nous sommes aujourd'hui à Genève, mais comme l'a souligné Cornelia, ce qui fait la spécificité de ce séminaire, c'est surtout son caractère itinérant. Nous avons choisi ce format expérimental, parce qu'en fait, le champ de recherche relatif à la beauté est en constitution et qu'il était du coup important pour nous de créer un événement qui soit fédérateur pour tous les laboratoires et les centres de recherche qui s'intéressent à cette thématique. Notre idée étant à terme de formaliser un réseau de chercheurs, l'aspect nomade était du coup très essentiel et nous a vraiment séduit. Ça nous a permis de rassembler de nombreux partenaires et cette synergie a été un atout considérable pour pouvoir inviter lors de nos différentes séances des chercheurs de tous horizons et d'avoir une dimension internationale à notre séminaire. Donc, nous accueillons des chercheurs dans notre programme qui viennent d'Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et France aujourd'hui, vu que nous sommes en Suisse. Dans cette optique aussi fédératrice, ce qui nous tient à cœur pour chacune de nos séances, c'est de décloisonner le débat et les connaissances du coup, et du coup de mutualiser les ressources en faisant se rencontrer le monde social et le monde académique. Nous avons vraiment envie de réunir à la fois des chercheurs et chercheuses et aussi des professionnels, des experts locaux, non académiques, qui sont tous et toutes passionnés par la beauté. Un autre aspect de ce séminaire est lié à l'approche compréhensive, qui est le point central qui nous rassemble avec les trois co-organisatrices. Nous avons toutes les trois entrepris un terrain qui nous a permis de mieux comprendre les acteurs sociaux, de nous rapprocher de leurs pratiques et des enjeux relatifs à l'apparence dans leur quotidien, dans leur vie. Et nos observations nous ont vraiment montré que les choix esthétiques réalisés par les individus ne pouvaient finalement se réduire à une analyse privilégiant le prisme de l'aliénation. Cette posture de recherche a été longtemps majoritaire dans le monde académique lorsqu'il s'est agi de parler de la beauté. Nos terrains, nous ont vraiment amenés à observer, entre autres, combien le travail des apparences était un moyen de se construire, de se reconstruire personnellement, de se revaloriser pour être mieux intégré à la société. Et le travail des apparences peut aussi constituer, dans certaines configurations, un moteur de bien-être psychologique et social, en développement de l'émotion positive et un pouvoir d'action chez l'individu.
Je ne vais pas développer plus les ambitions de ce séminaire, parce que voilà, je vais laisser la parole à nos conférencières d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, nous avons donc sur notre carnet hypothèse dont l'adresse est affichée, rédigé une note d'intention pour vraiment résumer notre posture et notre approche qui est assez singulière. Chacune de nos séances aborde un thème qui est différent et qui cristallise des enjeux sociétaux contemporains par rapport à la beauté. Aujourd'hui, nous croisons notre objet de recherche, la beauté, avec une autre catégorie d'analyse, qui est l'âge. Donc, vous voyez le programme qui s'affiche. Une fois encore, je vous renvoie au carnet hypothèse parce que je ne vais pas détailler toutes les thématiques. Comme l'a dit Cornelia, en plus, toutes les thématiques, toutes les séances seront filmées, donc aussi accessibles gratuitement s'il y a des thématiques qui vous intéressent particulièrement. Avant de passer la parole aux conférencières, que je remercie énormément de leur présence, je voulais en fait réaliser une toute petite accroche pour lancer la session. Et en fait, il se trouve qu'en feuilletant un magazine, il y a 2 semaines, je suis tombée sur un dossier qui s'intitulait « Bien dans mon âge ». Donc, je me suis dit qu'il était parfait. Je vous ai mis des captures. Alors, j'ai choisi d'en parler de manière assez anecdotique, hein, évidemment, mais parce que ce dossier, selon moi, il illustre plusieurs choses. Il illustre bien l'évolution des représentations sociales relatives au vieillissement et à la beauté, passé un certain âge. Je pense à la nouvelle médiatisation des seniors et de la beauté des seniors. D'ailleurs, rien que le terme senior, inventé ou tout du moins qui s'est répandu à partir des années 90, est un parfait exemple de la revalorisation de la dimension esthétique et corporelle dans le cadre normatif du vieillissement. Et d'ailleurs, rien que la thématique aussi, le titre, « Bien dans mon âge », évoque clairement l'idée du bien vieillir, dont une déclinaison pourrait être bien vieillir aussi en beauté. Ce dossier, je voulais en parler rapidement aussi parce qu'il illustre aussi toute l'ambivalence du bien vieillir, notamment quand cette norme se conjugue à la dimension du genre. Puisqu'en fait, les conseils qui sont donnés dans ce dossier relèvent de plusieurs types. Il y a ceux qui décrivent un élargissement des possibles esthétiques lors de l'avancée en âge. Donc, autrement dit, le vieillissement ne devrait être plus synonyme de sobriété en matière d'apparence. Donc, dans le dossier, il est écrit, je cite, « Sortez de l'ombre, osez la couleur ». Il y a d'autres conseils qui explicitent certaines restrictions, au contraire, notamment relatives au caractère érotico-esthétique de la beauté. Donc, je cite là aussi, à partir d'un certain âge, évitez les décolletés plongeants. Le conseil est appuyé. Il y a d'autres conseils qui résonnent aussi comme des injonctions à la maîtrise corporelle. Je cite également « on ne baisse pas la garde ». Donc là aussi, on est assez clair sur la directive à prendre. Et enfin, il y a d'autres conseils qui parlent, eux, de bienveillance, avec des recommandations du type « privilégiez votre confort avant tout ». Donc tout ça est assez ambivalent, évidemment. Je ne vais pas m'attarder plus sur cette parenthèse médiatique. Je la trouvais en fait assez adéquate pour souligner l'entrelacement entre les rapports d'âge, de genre et d'apparence que nous allons aborder aujourd'hui. Ceci étant dit, on va s'intéresser maintenant au vécu des femmes et des hommes, justement lors d'étapes esthétiques qui sont singulières dans leur parcours de vie. Nous allons commencer par écouter en fait la communication de Virginie Vinel, qui va apporter un éclairage à la fois sur le passage corporel et esthétique entre enfance et adolescence, mais aussi sur le rapport à l'apparence de femmes et d'hommes au grand âge. Je vous présente rapidement Virginie. Vous êtes professeure de sociologie à l'Université de Franche-Comté, en France, et vous travaillez sur ces thématiques, technique du corps, âge, parcours de vie, depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup d'être présente et je vous passe la parole. Bonjour et merci surtout donc aux organisatrices, Marion Brezas, Camille Couvry, Eva Carbico et Cornelia Hummel de m'avoir permis de... Attendez, je vais revenir en arrière là pour le moment, voilà. M'avoir permis de présenter mes travaux aujourd'hui ici. Donc je m'intéresse depuis longtemps aux techniques du corps, ces façons dont les êtres humains, société par société, savent se servir de leur corps, ces gestuels codifiés que les individus acquièrent et déploient à différents âges de la vie, comme Marcel Mauss nous l'a appris. Les techniques du corps sont articulées aussi à l'environnement matériel, aux objets. C'est Marie-Pierre Julien, par exemple, Rosselin et Varnier qui le travaillent bien, et se noue à ce que Michel Foucault appelle les techniques de soi. Donc, des techniques de soi, ce sont des procédures, comme il les définit, qui sont proposées ou prescrites aux individus pour fixer leur identité, la maintenir, la transformer en fonction de certaines fins, et ceci grâce à des rapports de maîtrise de soi
sur soi ou des connaissances de soi par soi. Donc les techniques esthétiques, elles font partie des techniques du corps, hein, pour moi, et des techniques de soi. Elles contribuent à marquer socialement, culturellement des corps par la soustraction, l'addition ou la modification de certaines de ces parties. Et il est parfois difficile de faire la part entre des techniques corporelles qui seraient purement utilitaires, des techniques et des techniques esthétiques. Par exemple, manger, il y a un aspect utilitaire mais aussi esthétique. Par ailleurs, l'idée que l'humain est inachevé constitue un très fréquent dans la plupart des sociétés, et donc il faut travailler, il faut faire des procédures quotidiennes, rituelles, pour en fait le construire comme humain déjà. Et vous avez reçu Rémotti la fois dernière, donc il a dû vous en parler, puisque dans leur ouvrage, et c'est central. Alors, le construire comme humain, le construire comme garçon, comme fille et comme beau. Donc, dans cette communication, je vais me contenter quand même plutôt de parler des techniques de parure, des vêtements, des coiffures, des accessoires, de l'épilation, etc. Des techniques qui sont sans doute les plus visibles, mais aussi les plus dissibles dans la relation d'enquête. Je voulais proposer aussi peut-être préciser le type de sociologie et d'anthropologie que je fais, puisqu'il y a surtout en ce moment des débats en France en tout cas. Donc c'est une socio-anthropologie qui tient compte à la fois des déterminations sociales qui imprègnent les individus et de la singularité, et j'insiste sur le « et », en sachant que cette singularité, pour moi, justement, elle provient de la multiplicité des normes qui traversent les individus et se transforme avec le temps biographique et avec la temporalité du monde. Les acquisitions des individus contemporains sont multiples et parfois contradictoires. Lahire écrit « Ce qui est institutionnellement découpé se recoupe dans chaque individu ». Et pour ma sociologie, l'individu va aussi développer une capacité d'agir réflexive en suivant Giddens à l'intérieur de ces structures sociales, mentales qui s'entrecroisent en lui. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est à partir d'études empiriques, je suis une empiriste, de montrer comment les individus à deux pôles des âges de la vie, donc la sortie de l'enfance et l'entrée dans l'adolescence, et l'entrée vers le grand âge, sont à la fois donc traversés par des assignations à un genre, à un âge et même à une classe sociale, mais aussi comment les individus développent des savoirs, et je vais pas mal insister sur ces savoirs, pour gouverner leur corps et se produire comme sujet, c'est-à-dire, alors là je reprends aussi la notion de sujet plutôt de Michel Foucault, donc un sujet il est à la fois assujetti à des choses et puis il est sujet d'eux et il est je aussi. Par ailleurs aussi, je voulais un petit peu mettre des choses. Le corps est l'un des objets centraux de mes travaux depuis les années 90. J'ai commencé à travailler en Afrique de l'Ouest, mais je suis d'accord quand même avec Dominique Mémy qui, en 2014, dit il faut être attentif à ce que ce tournant du corps qu'elle a observé ne réduise pas les individus à celui-ci, parce que c'est toujours une dimension de leur identité parmi les autres, la famille, les relations amicales, etc., loisirs, l'emploi. Alors, quelques éléments de méthode également. Donc, je vais vous parler de deux recherches. L'une, donc, sur la sortie de l'enfance ou l'entrée dans l'adolescence, ça dépend dans quel sens on le voit. C'est une recherche, donc, intitulée Courage, qui avait été financée par l'ANR, donc Agence nationale de recherche française, dirigée par Nicoletta Diazio et moi-même. On a travaillé auprès de 69 enfants en Alsace, en Lorraine, en Vénétie. On a essayé de diversifier au maximum les catégories sociales, les territoires, et nous avons fait un travail, on a essayé de faire un travail dense en tout cas, à la fois par des entretiens individuels, des entretiens par petits groupes, avec les enfants, des parents, parfois les frères, enfin souvent les frères et sœurs, parfois des grands-parents, et nous avons également fait des observations des lieux de vie et d'activité. Les autres recherches sur l'avancée vers le grand âge, là je m'appuierai sur deux études un peu plus anciennes, enfin l'une est un peu plus ancienne, donc des recherches faites en Lorraine surtout, soutenues par la MSH Lorraine. L'une questionnait donc les expériences du vieillissement et les liens à l'entourage. Elle était dirigée par Ingrid Voleri, surtout des entretiens d'une quarantaine d'hommes et de femmes de plus de 75 ans, là avec des populations plutôt de catégories sociales
moyennes ou moyennes inférieures, avec toutes les guillemets qu'on peut dire, et des zones périurbaines et urbaines, plutôt petites villes. Et une deuxième recherche sur laquelle je m'appuierai, qui n'était pas focalisée que sur les personnes âgées, mais dans laquelle on a trouvé quand même des choses très intéressantes sur le corps. Il y avait donc, on travaillait sur les trajectoires de soins et les soins familiaux, les soins domestiques, et donc on a des entretiens et des observations, et là on est plutôt en zone rurale, enfin c'est pas plutôt, on a travaillé sur des zones rurales dites isolées, c'est-à-dire assez loin des pôles urbains, vraiment des zones très rurales, et là c'était une recherche que j'ai dirigée 2013-2015, quelque chose comme ça. Alors, allons vite vers les résultats. Donc, quelques éléments sur les enfants à l'aube de l'adolescence. On a travaillé sur le moment de la puberté, qui s'étend, je dois le dire, sur plusieurs années, qui débute de façon très variable selon les enfants. Ça peut être entre 8 et 13 ans au niveau du début, parce que c'est une période qui nous a paru particulièrement pertinente pour comprendre comment justement les enfants apprennent et à gouverner leur corps, et comment est-ce qu'ils identifient des phénomènes comme étant des changements, comment ils les nomment, est-ce qu'ils leur confèrent un sens, comment ils accompagnent, qu'est-ce qu'ils produisent, quels sont leurs savoirs, et comment ces savoirs sont construits à la fois avec l'entourage, c'est un savoir que construit un travail collectif, mais aussi un travail individuel, c'est ce que je vais essayer de montrer. Donc les enfants que nous avons interviewés ne décrivent pas un processus linéaire, irréversible du grandir. Les changements corporels n'arrivent jamais seuls. Quand ils nous racontent leurs changements, ils les lient tout le temps à d'autres changements, les jeux, l'humeur, les attitudes envers les adultes envers eux, et les passages scolaires. Parmi tous ces changements, les pratiques esthétiques prennent une dimension centrale, parce qu'elles participent à l'image que le jeune va construire de lui et va produire, et donc à la fois en lien avec les conditions matérielles de sa famille et les situations dans lesquelles l'enfant agit. Donc on a noté qu'avec l'avancée en âge, à peu près à partir de 10 ans pour tous, quelques-uns avant, surtout sur la coiffure, sur laquelle j'ai pas mal travaillé. En tout cas, à partir de 10 ans, il y a toute une gamme de pratiques esthétiques qui se déploient pour gérer d'une part les poils. Donc les poils, c'est les cheveux, ce sont les sourcils, les poils du visage aussi. Alors il va y avoir ensuite la barbe, mais bon, dans notre tranche d'âge, c'était donc la tranche d'âge, je vous l'ai dit, c'est 9-14 ans, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, mais aussi les poils aux jambes, sous les aisselles, voire les poils sur les bras. Ils doivent gérer la question des formes du corps, de leur taille, et également, bien sûr, le visage avec le maquillage, pour les filles plutôt, l'acné pour tous, et les parures du corps. Donc, ces gestions, ces gouvernements autour de ces pratiques esthétiques sont présentes chez les garçons et chez les filles, même si chez les garçons, il y a un éventail un peu moins large. Tous les enfants que nous avons rencontrés développent des savoirs multiples et complexes concernant ces techniques esthétiques. Donc là, je vous ai mis des cas. Je travaille pas mal par étude de cas. Donc là, et je vais pas trop les développer pour pas gagner du temps, mais vous pouvez les lire en même temps si c'est possible. Donc, Ewen a été... Alors oui, préciser aussi qu'on voyait les enfants plusieurs fois pour voir justement leur transformation, parfois jusqu'à 3 fois en 2 ans, en 2-3 ans, ça pour certains. Donc, rencontré déjà à 10 ans, il avait des techniques de coiffure très précises, et il a bien conscience qu'il les a héritées et de son père et de son frère. Il les a mimés et travaillé autour de ça c'est très intéressant. Et donc là, il explique, et puis on le revoit donc 1 an et demi plus tard, et là, il nous montre qu'il a vraiment incorporé cette technique. Il nous dit, hop, donc il nous mime. Les enfants nous mimaient beaucoup. On visitait l'appartement avec eux, on restait avec eux longuement. Et donc, il nous mime, et on voit qu'il dit, c'est une habitude. Avant, j'y arrivais pas trop, et maintenant, j'ai bien acquis cette technique. Donc, il fait preuve vraiment de réflexivité sur ces techniques esthétiques, et aussi sur
les moyens qui ont fait qu'ils les ont acquises, donc par ses parents masculins. Il nous explique également qu'il a acquis ce style rappeur, hein, il l'appelle comme ça, parce qu'il aime porter des casquettes telles que les Américains les portent, enfin c'est sa représentation en tout cas, les rappeurs américains, et donc le reste de la parure a suivi. Mais il va falloir qu'il conjugue ses désirs avec cette influence de la mode musicale, avec les moyens économiques aussi de ses parents. Et donc, s'il porte des t-shirts longs qu'il justifie en disant que c'est des t-shirts comme des rappeurs, c'est aussi parce que son père lui achète plus grand pour qu'il dure plus longtemps. Également, les chaussures ont été une négociation entre quel type de chaussures, les marques, etc. Donc c'est tout un travail aussi de négociation entre ses propres envies et la matérialité et les finances aussi. Alors j'ai d'autres cas, mais je voudrais juste porter l'attention sur Roman, 14 ans. Il faut noter que 14 ans, c'est un âge où la réflexivité était encore plus importante. C'est-à-dire qu'à 10 ans, les enfants ne faisaient pas toujours preuve d'une grande réflexivité. On pourra y revenir, même s'ils en ont, mais peut-être un peu moins. À partir de 14 ans, ils ont tout un discours, travaillé sur leur paraître. Donc elle va se distinguer de ses copines de collège par ses cheveux bouclés. À l'époque où on travaille, donc là on est sur 2011-12, et donc la mode pour les filles c'est des cheveux longs et lisses, c'est vraiment pour cette tranche d'âge. Donc elle s'en distingue parce qu'elle dit qu'elle garde les cheveux bouclés, donc elle ne les tire pas, un long travail pour les lisser, elle ne le fait pas, et elle utilise un faible maquillage, à l'inverse des filles de sa classe, dit-elle, qui passent leur temps à remettre du mascara en classe, selon elle, et elle qualifie ses vêtements de simple, jean, basket. Elle se distancie aussi de sa sœur aînée. Les sœurs aînées, on pourra en reparler si vous avez des questions, sont apparus comme des éléments très importants, quand il y en a bien sûr, dans la question des techniques du corps pour leur cadet. Et donc elle s'en distingue en disant moi je suis pas, elle est vraiment fifi, moi c'est l'inverse, je suis toujours garçon. Donc on voit là aussi qu'en cherchant à sortir des assignations de genre, elle les reproduit aussi, puisqu'elle désigne les filles comme par des stéréotypes. Les enfants en transition, ça vient tout le temps ça. Donc les enfants en transition d'âge doivent donc faire face et répondre à des demandes sociales, également d'affirmation de leur identité sexuée, inscrits dans un âge, voire dans une classe sociale, je le développerai moins ici. Donc une identité sexuée qu'on demande de s'affirmer, par exemple par des injonctions parentales. Par exemple, là je ne l'ai pas mis, mais je vous le cite, Lola, 13 ans, bien sûr tous les prénoms sont changés, en Alsace, va avoir sa mère, ses grands-mères, ses tantes qui lui lancent, dit-elle, des petites remarques comme ça, du style « je serais jolie maquillée, je devrais mettre des trucs plus féminins ». Donc la sexuation, garçon-fille est quand même vraiment très présente, et les injonctions sont présentes. Des injonctions aussi qui peuvent venir des encadrants scolaires, extrascolaires, on pourra y revenir, et bien sûr des pères, des copains, copines. Donc les enfants développent une compétence situationnelle et relationnelle pour construire ces pratiques esthétiques, et c'est-à-dire que leur parure dépend des lieux qu'ils fréquentent, et ainsi ils affirment qu'ils ont une attention particulière. Bon, ça on l'invente, c'est déjà connu, mais quand même là c'est vraiment apparu, une attention très particulière lorsqu'elles vont au collège, où il faut vraiment contrôler son apparence tout le temps, contrôler sa face, comme dit Goffman, beaucoup plus que quand ils sont dans des espaces familiers. Et on a rencontré des jeunes garçons, j'y reviendrai en parlant aussi des personnes très âgées, des jeunes garçons qui, alors pas de jeunes filles, mais bon, c'est peut-être notre échantillon aussi, qui en zone rurale vont porter des vêtements d'extérieur vraiment peu apprêtés pour pouvoir courir, aller dans les cabanes, tondre, faire du vélo, etc. Et tout en se salissant. Donc ça, dans leur village, ils n'ont pas besoin de s'apprêter, quoi.
Ces techniques de soins, ces techniques esthétiques doivent être donc adaptées sans cesse, d'une part aux changements qui opèrent autour de l'enfant, la mode, les loisirs, le groupe de pairs, d'autre part aux transformations de son propre corps et de l'avancée en âge. Et donc, dans leurs essais, les enfants parfois expérimentent des moqueries, des rappels à l'ordre, parce qu'ils n'arrivent pas toujours en fait à s'adapter, à adapter leur parure, leur technique aux attendus des institutions, des adultes ou des amis, des copains, des jeunes, etc. Donc, donc par exemple, un maquillage trop prononcé, j'y reviendrai tout de suite, chez une jeune fille de 13 ans, va se faire rappeler à l'ordre par une animatrice. Ingrid Voléry aussi, avec qui j'ai travaillé, a publié aussi. D'ailleurs, je vais peut-être montrer, voilà, tous ces travaux-là sont publiés dans ces deux, là un livre et là une revue, je peux la faire passer si vous voulez. Donc la remise, les injonctions, en tout cas le fait de remettre de l'ordre par les animateurs, les animatrices, elle a particulièrement parlé de ça. Également un t-shirt trop échancré, un baggy, donc c'était la mode encore des baggy, ça l'est moins, porté trop bas, suscite là aussi des remarques des encadrants. Les parures des jeunes sont souvent interprétées par les adultes comme des provocations de la part des garçons ou de l'hypersexualisation de la part des filles. Mais en fait, dans notre travail, en suivant le point de vue des enfants, on s'est vraiment imprégné du point de vue des enfants parce que c'est très subtil, hein, les codes esthétiques des jeunes à ces âges-là. Eh bien, on se rend compte que c'est souvent aussi des impairs commis par ces enfants, c'est-à-dire ils n'ont pas encore complètement intégré quelle parure ils peuvent porter, à quel moment et où. Donc, ils font des essais, mais des fois, ils se trompent, hein, et donc ils se font rappeler à l'ordre. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, hein, parfois ça peut aussi... Et donc, par exemple, une infirmière scolaire, puisqu'on a travaillé aussi avec le personnel donc d'éducation, d'infirmiers, etc., nous disait, par exemple, une fille de 10-11 ans qui n'est pas encore développée, qui n'a pas de poitrine, on lui laissera mettre un t-shirt échancré en été, hein, un débardeur. Mais une fille du même âge qui est déjà développée, qui a de la poitrine, à l'entrée au collège, on leur met, hein, je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais en France, on leur met un t-shirt, le t-shirt du collège, pour les cacher leur corps. Ah oui. Donc il y a quand même... Alors je vais y revenir justement, mais pour continuer aussi là-dessus, il faut voir que les enfants donc, vont recevoir aussi des moqueries. Tant que c'est pas récurrent, eh bien voilà, c'est parfois ils viennent, ils se sont trompés. Alors ça peut porter sur des choses très subtiles, hein, les chaussures. Si les chaussures sont pas de la forme ou de la couleur qui est dans l'ordre du temps, dans le collège donné, hein, parce que c'est pas non plus généralisé. Ou bien un appareil dentaire trop voyant, un t-shirt au motif trop bébé, parce qu'il y a tout ce passage, on a quelques photos on a une ou deux photos dans le livre qui montrent, les inscriptions doivent différer, hein, mais elles diffèrent des 10 ans, des 12 ans et puis ensuite des 15 ans. Donc tout ça peut emmener des sarcasmes de la part de leurs amis, de leurs copains. Et si ces fautes de goût vont se reproduire, alors là, le jeune devient l'objet de plaisanteries systématiques et là, potentiellement d'exclusion. Alors justement, il y a une figure, je terminerai là sur les jeunes, donc il y a une figure qui est récurrente dans les discours des gens, c'est la figure de la fille qui se la pète. Alors c'est une expression qui était très courante à ce moment-là, c'est-à-dire ce sont des jeunes filles qui vont être disqualifiées, généralement elles sont plus grandes que les autres de taille, elles sont aussi
développées au niveau de la puberté. Elles ont de la poitrine, des hanches, elles portent des talons que certains qualifient de A aiguille, puis se reprennent en disant bon, j'exagère, parce qu'on n'a vu aucune jeune fille, parce qu'on faisait des observations aussi dans les collèges, on n'en a pas vu avec des talons aiguilles. Elles vont être considérées comme c'est trop tout, trop maquillées, trop attentives à leur apparence. Souvent elles ont redoublé, donc elles ont 1 an de plus. Et donc on voit là un discours pendant l'entretien, une mère et un jeune homme de 12 ans qui discutent autour de ça. Et on voit donc qu'elles vont être stigmatisées parce qu'elles transgressent la frontière de l'enfance et du genre que je pourrais appeler agéisé. C'est-à-dire que c'est le genre dans un âge. La féminité attendue à 12 ans, elles le transgressent et donc elles sont moquées ou alors pas toujours exclues, mais en tout cas elles sont pointées du doigt. Par contre, on n'a pas trouvé de ce stigmate-là au niveau des garçons, c'est-à-dire un garçon qui serait considéré comme trop homme, eh bien on ne l'a pas trouvé. Bon, donc ça fait partie vraiment de cette hiérarchie du genre dans laquelle les filles sont beaucoup plus contrôlées. Et il faut voir que ces jeunes filles n'ont pas toujours encore acquis complètement ces limites subtiles entre le trop, trop échancré, trop maquillé, trop etc. Et le trop écant, puisqu'il y a la situation qui joue, et la juste parure, la juste féminité. Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais partir sur un autre âge. Donc, j'ai également travaillé sur l'avancée vers le plus grand âge. Ce jeu de regard entre les autres et soi est tout aussi saillant à l'âge beaucoup plus avancé. Donc les recherches qu'on a menées sur les personnes âgées, il faut bien que je le souligne, autant sur les enfants, les pratiques corporelles et esthétiques étaient très saillantes. Donc, alors que là, j'ai un peu moins quand même de données, mais en retravaillant les entretiens, les observations, j'ai trouvé quand même des choses qui m'ont semblé intéressantes à vous soumettre. Donc, contrairement aux jeunes qui évoquent vraiment les questions esthétiques spontanément dans les changements, puisqu'on travaille toujours sur qu'est-ce qui change, eh bien, les premières préoccupations des personnes très âgées de plus de 75 ans, 80 ans, ce n'est pas la première chose dont ils nous parlent, les questions esthétiques, même si le corps est central dans leur narration. Ce dont il nous parle, c'est tout d'abord la diminution du corps. Nous, on voulait comprendre les bifurcations, et puis on est tombé sur une diminution progressive du corps. Il nous parle par petites touches de diminution, on ne peut plus faire des choses. Pour résister à cet affaiblissement généralisé, donc on est là sur des personnes quand même de plus de 75-80, même si je vais donner quelques exemples de personnes un peu plus jeunes, mais qui ont des maladies quand même très, très prononcées. Donc pour résister à cet affaiblissement généralisé, le maintien de soi est particulièrement valorisé. Donc il prend différentes modalités, dont les techniques esthétiques font partie, comme le montre aussi par exemple Karadec et Van Jenvenhoff en 2015 dans le numéro Le corps de Gérontologie et Société. Donc l'injonction à ne pas se laisser aller est quand même vraiment majoritaire dans la population que je vous ai décrite tout à l'heure. Mais c'est, là encore, comme pour les jeunes, c'est un packaging, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est à la fois ne pas céder au mal, ne pas se plaindre, continuer à rire, et donc ne pas se laisser aller corporellement aussi, pour ne pas faire vieux ou vieille. Ça, c'est pas nouveau, d'autres l'ont montré. Par exemple, Frédéric Ballard montrait que même des personnes très très âgées de 90, 94 ans se sentent vieillir mais ne se sentent pas vieilles. Donc là, je vous ai mis un extrait d'entretien. Donc il y a une dame qui le dit, alors c'est une dame de 80 ans, qui nous dit moi je suis dynamique. Donc elle nous dit je ne me sens pas vieille. Et elle dit moi je suis dynamique, je ne suis pas la grosse mémère. Et on me dit que je suis mince. J'ai gardé un corps de jeune fille, de jeune femme. Donc là, on a tous les ingrédients un peu de la vieillesse féminine réussie, dynamique, mince, et donc qui s'oppose à gros et mémère. Donc le corps est l'un des premiers éléments
qui va permettre de classer les individus, comme d'autres l'ont montré, quel que soit, qu'il s'agisse bien sûr de l'âge, du genre, mais aussi des formes de racialisation, de la classe. Donc, les gens vont être attentifs donc à leur apparence. Et là, on a à nouveau, je crois que c'est la même personne, une dame qui dit moi je n'aime pas les gens qui se laissent aller, et elle cite le cas contraire. Donc une femme, elle connaît une femme de 100 ans qu'elle admire. Pourquoi elle l'admire? Eh bien parce qu'elle est coquette. Elle est coquette et donc elle est coquette et elle sourit. Ça, c'était intéressant, c'est revenu à plusieurs reprises, cette histoire de se faire beau, mais aussi d'être gai. On le retrouve dans une autre, non, je ne l'ai pas mis là, dans un autre verbatim où une personne dit oui, cette personne, elle rayonne, elle rit tout le temps et ça fait plaisir à voir, donc elle ne se laisse pas aller. Donc se laisser aller corporellement et esthétiquement, c'est risqué de se voir assigné à une catégorie dévalorisée, donc une catégorie dévalorisée, c'est-à-dire de vieux, vieille, mais aussi on a trouvé une catégorie de déclassement social. Et là, par exemple, cette dame de 82 ans, à peine, c'était intéressant parce que à peine elle avait la jeune fille, l'enquêtrice, qui était une jeune femme, franchi la porte, elle lui dit ce matin j'ai vu quelqu'un chez le coiffeur. Donc elle était chez le coiffeur, donc pour se faire belle et tout ça. Et oui, il se laisse aller et donc elle dit il a pas de femme. Ça, c'est intéressant. Et puis, elle dit, il se laisse aller, c'est une mentalité. Donc, c'est dans une petite ville lorraine, ouvrière. Je dis, c'est des bouseux, donc ça veut dire c'est des paysans, quoi. Donc, il y a ce risque. Donc, cette dame, elle, qui elle-même est plutôt engagée politiquement, qui elle-même est assez active, mais qui est de petite classe moyenne, on va dire, eh bien, elle pointe là à la fois une question de genre, donc le monsieur se laisserait aller parce qu'il n'a pas de femme pour prendre soin de lui, et puis aussi un rapport de classe, c'est un paysan, un bouseux dans son vocabulaire. Ce regard négatif sur les hommes qui ont davantage tendance à se laisser aller, en tout cas plus que les femmes, est vraiment récurrent dans les entretiens que nous avons menés auprès de femmes et d'hommes dans cette Lorraine ouvrière. Alors, le travail d'embellissement se poursuit pourtant, quand même, en tout cas pour ceux que nous avons rencontrés, beaucoup ont dit, il se poursuit et on note que ce travail d'embellissement se pratique rarement solitairement. Alors, sans doute que si aussi, mais quand même, c'est un travail aussi collectif et on le voit là à travers cette personne de 85 ans où, pour se coiffer, eh bien, son mari va l'aider, mais aussi, bien sûr, une professionnelle, donc qui vient toutes les semaines. Donc, la coiffure, pour les jeunes comme pour les personnes très âgées, plus âgées on va dire, est centrale. J'ai beaucoup travaillé sur la coiffure, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'avais déjà travaillé sur les jeunes filles, moi aussi, donc quand je travaillais en Afrique, où j'avais essayé de montrer comment elles se construisent entre elles, comme jeunes filles, à se faire belles. Et là, je suis un petit peu mes fils d'Ariane de recherche, et on retrouve également cette idée que ça va être les filles, lorsqu'elles sont, elles vivent à proximité. Il faut voir qu'en zone rurale, dans le Grand Est de la France, il y a une densité familiale très forte, c'est-à-dire qu'il n'arrive quasiment jamais qu'il n'y ait pas un enfant, et particulièrement une fille qui vit tout près. Et donc les filles vont s'occuper de l'esthétique de leur mère, mais en même temps que la question des professionnels de santé. Et là, on a un cas de cette dame qui s'occupe de sa maman de 94 ans. Et donc, qui organise tout le balai des professionnels qui viennent prendre soin de sa maman à domicile, mais aussi elle part chez divers médecins à l'extérieur avec elle, et elle organise également ses soins esthétiques. Donc là, elle dit, il faut que je lui trouve une esthéticienne qui vient à domicile. Il faut voir qu'en zone rurale, les professionnels viennent beaucoup à domicile, donc il n'y a pas de vide. On partait sur des zones isolées, on s'était dit, il n'y aura rien, etc. Mais non, pas du tout. Beaucoup, les aides-soignantes, etc., les infirmières, via des dispositifs publics, et puis là, des esthéticiennes, les coiffeuses, etc. Donc elle dit, je vais m'occuper, c'est pour
son histoire de petite moustache, de petite barbe. Donc là encore, la gestion du visage et des poils du visage. Elle ajoute qu'elle aimerait bien que cette dame lui fasse aussi des massages, et c'est là qu'on rejoint cette question que l'esthétique peut aussi rejoindre la question du bien-être. Toutefois, et j'en ai bientôt... Est-ce qu'il me reste combien de temps? 5 minutes? Oui, quand même, d'accord. Donc, toutefois, on a quand même rencontré aussi des femmes qui ne sont pas du tout intéressées par ces questions de... Alors, c'est pas là. Ces questions de soins à soi, des femmes qui disent je n'ai pas le temps, en gros. Hein. Donc, on pourrait analyser ça au regard de ce que Veblen avait montré sur les temps de loisirs, c'est-à-dire que là, ce sont des femmes qui se sont consacrées beaucoup à l'activité professionnelle, donc notamment des agricultrices ou des femmes d'agriculteurs, mais qui sont agricultrices elles-mêmes, et aux travaux domestiques. Et donc, elles ne dégagent pas de temps pour soi. Ceci dit, ce qui m'a encore beaucoup intéressée, je ne l'ai pas mis là, c'est dommage. Donc là, une femme un peu plus jeune, mais de 60 ans, cuisinière, donc encore en activité, épouse d'agriculteur, qui dit, elle, moi, c'est pas mon truc du tout, hein, tout ça, c'est pas mon truc, elle le répète 3 fois, elle dit, il faut toujours me coincer dans un coin pour me faire quelque chose, donc sous-entendu, donc coiffure, esthétique, mais ma fille, esthéticienne, elle me ramène tout ce qu'il faut. Et donc, on a observé ça, c'est une délégation des soins des mères à leurs filles, alors par l'achat d'amendements dans produits cosmétiques, shampoing, teinture de cheveux, crème de visage, crème de jambes, achetés souvent en même temps que les médicaments. Donc ça, tous ces soins domestiques, en fait, ça se rejoint, hein, même si ça touche la santé et d'autres, les questions esthétiques. Et alors, donc, on le disait tout à l'heure, l'organisation des visites de professionnels et puis le shopping ensemble. On avait observé également l'habillage quotidien est plutôt ou la toilette est plutôt déléguée à des professionnels, même si il peut y avoir les coups de main quand c'est ponctuel, habillage, coiffage, etc. Ça, on l'a travaillé dans un article avec Ingrid Voléry en 2016. Donc les professionnels de soins aussi, stimulent les pratiques esthétiques des femmes. Alors des hommes, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait je n'ai pas d'éléments. Je trouve que ce serait très intéressant. En fait, on a rencontré assez peu d'hommes qui s'occupent du corps de leur mère. On avait juste un homme qui lui amenait des crèmes à base d'huile essentielle. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la fabrication des produits cosmétiques. Donc un homme passionné par ça. Mais il ne lui applique pas. Et là où je me questionne beaucoup, mais donc c'est un champ ouvert, je ne sais pas si vous avez des données dans vos terrains, c'est sur l'esthétique des hommes. Le rasage, par exemple, quand un monsieur très âgé ne peut plus se raser. Bon, j'ai beau chercher dans tous mes entretiens, je n'ai pas trouvé ni les observations qui s'occupent donc du rasage de ces hommes-là. Et on a beaucoup aussi pourtant de liens entre les conjoints, les conjointes dans les pratiques corporelles, les techniques, mais pas trace du rasage, qui est tout un champ très intéressant dont je pourrais reparler pour les jeunes, mais je n'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que je peux encore... Oui, alors sur les hommes justement quand même, donc des pratiques plus invisibilisées, mais ce n'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Il faut qu'on fasse attention au niveau des sciences sociales à ne pas nous focaliser sur les femmes en pratique justement de beauté, au risque de reproduire les stéréotypes de genre. Alors c'est vrai que les hommes qu'on a rencontrés, souvent ils affirment que les femmes sont plus dans le coup quand même. Hein. Ils nous disent c'est elles qui s'occupent plus quand même de ça, des questions du corps, de la nourriture aussi, manger sain, etc. Ceci dit, ils sont sensibles aussi aux effets du vieillissement sur leur corps. Par exemple, cet homme de 83 ans qui nous dit depuis que j'ai été malade, avant je paraissais jeune, et puis j'ai perdu 15 kilos, mes vêtements, je nage dedans, on me donne maintenant beaucoup plus que mon âge, et il y a bien ce regard des autres qui pèse sur leur sentiment d'être vieux. Cependant, on a aussi des observations, quelques observations dans les clubs de personnes âgées de ces petites villes qu'on a enquêtées,
où les hommes font bien attention à leur parure lorsqu'ils viennent. Donc ça porte particulièrement sur la coiffure, sur le rasage, sur les vêtements bien repassés, les chaussures cirées. Ça, je pense que c'est très important de voir quels sont les codes selon les générations, parce que là, on est sur des personnes nées dans les années 30. Donc on est loin des hommes de 40 ans aujourd'hui avec la barbe de 3 jours. C'est pas du tout dans les codes esthétiques. Et là encore, pour terminer, on a rencontré donc des hommes et des femmes âgés qui sont loin des pratiques esthétiques attendues. Par exemple, cet homme et cette femme, là encore en zone rurale lointaine un peu, qui n'ont pas de dentier et qui sont contents très bien. Donc ils sont très loin quand même des pratiques esthétiques. Alors, quelques éléments de conclusion. Les pratiques esthétiques à l'âge entre enfance et adolescence sont quand même assez difficiles en fait à acquérir, parce que c'est un savoir qui doit se construire à l'articulation de beaucoup de normes, d'âge, de genre, de classe sociale, et puis selon les situations. Donc ils doivent comprendre dans quels espaces sociaux ils peuvent présenter telle ou telle parure, tel ou tel vêtement, tel ou tel maquillage, etc. Donc les enfants expérimentent beaucoup, c'est-à-dire que un coup ils mettent ce petit truc-là, hop, ils vont à l'école, ils voient comment ça marche. Déjà ils passent devant les parents. On a eu comme ça un cas d'une jeune fille, enfin c'est les parents qui nous rapportaient, elle a mis du maquillage un jour, elle sort de la salle de bain, donc l'idée c'est de sortir sans se faire voir bien sûr. Et puis hop, les parents l'attrapent et disent non, là tu pars pas avec ça. Bon. Et puis d'une autre fois, elle dit mais moi je le remets dans le bus quoi. Donc ensuite ils testent sans cesse en fait là où sont les limites, et donc ces limites vraiment de qu'est-ce que dans un genre on peut faire à un certain âge. Mais c'est compliqué quand même, et on voit que des fois ça marche pas. Les techniques esthétiques sont moins centrales dans les discours des plus de 75 ans de nos populations, je reste bien circonscrite. Ceci dit, on voit aussi qu'elles sont bien dans ce travail d'interaction entre les changements de son propre corps, notamment les limites gestuelles, et la question aussi de l'entourage qui est présent pour pouvoir participer à cet embellissement, et des situations sociales dans lesquelles on se met en scène. Donc l'apparence reste bien un moyen de classement de genre, d'âge, de classe. Bon, ça je pense que c'est voilà, selon l'apparence physique, mais aussi la gaieté, la résistance, etc. Je voulais quand même terminer sur cette histoire de zone rurale où certaines situations appellent en fait peu d'esthétisation de soi, que ce soit à la préadolescence ou au grand âge, parce que dans les espaces en fait familiers, du village, de la forêt, parce que les ruraux vont beaucoup en forêt, des grands jardins. Les garçons, alors là on a plutôt du matériau sur les garçons, et les hommes vont revêtir des vêtements très peu apprêtés pour justement être très libres dans des activités qualifiées donc d'extérieur, où ils vont pouvoir se salir, etc. Et ils ne sont pas en présentation de soi, ce qu'on n'a pas retrouvé dans les populations urbaines. Voilà, je vous remercie. Et puis là, vous avez quelques références bibliographiques sur lesquelles on peut s'appuyer, mais il y en a beaucoup. Donc, Merci beaucoup. On va enchaîner les deux conférences et puis on prendra toutes les questions à la fin. Alors, je vais vous présenter Jacqueline. Vous êtes comédienne, performeur au théâtre, à la télévision, au cinéma depuis une 30aine d'années. Vous êtes également mère au foyer et candidate au Grand Conseil Genevois sur la liste, une liste exclusivement féminine. Voilà. Alors, je vous laisse, vous allez nous parler de la place et du rôle de l'apparence dans votre profession de comédienne, notamment lors de l'avancée en âge. Merci beaucoup de votre présence ici. Voilà, bonjour, merci d'être présent, merci aux organisatrices de m'avoir invitée à participer à ça. Avant ça, je voulais juste vous dire que moi, je ne suis pas du tout coutumière de ce genre d'exercice, donc soyez indulgents parce que ça risque d'être un peu moins construit que ce que vient de vous faire Virginie Vinel. Et je tiens aussi à préciser vraiment que toute la parole que je porte
est vraiment totalement subjective. Je fais aucune recherche étayée par, enfin voilà, pour dire que vraiment tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est des choses que je ressens moi à titre vraiment strictement personnel en fait. Je peux pas me prononcer pour les autres à ce niveau-là. Donc comme l'a dit Marion, effectivement, bon ben voilà, je suis comédienne depuis une 30aine d'années maintenant. Je suis toujours restée dans la région lémanique, on va dire, voilà, pour mes pratiques. J'ai très peu pratiqué à l'étranger. C'est un choix qui s'est fait comme ça. Mais il y a aussi le fait d'être mère qui m'a quand même passablement sédentarisée dans un travail où la mobilité est quand même assez essentielle et la liberté d'horaire, etc. Donc ça a défini beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, c'est pourquoi je tenais à le préciser. Après, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais introduire par une petite devinette, en fait, en vous demandant pourquoi les jeunes filles belles n'ont pas besoin d'humour, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez une réponse. Ma réponse à ça, c'est qu'elles n'en ont pas besoin, et on verra pourquoi, en fait. Voilà, donc là, j'avais une première image, et je l'ai évidemment oubliée, pour les jeunes filles. Enfin, là, on a quand même 2 canons de beauté. Alors, bien sûr, mes références à moi sont un peu vieilles parce que j'ai 50 ans. Donc, vous verrez, j'ai mis que des actrices qui, la plupart du temps, si je les montre à ma fille, ne lui diront rien du tout. Donc, voilà, ici, on est en face. Donc, c'est sur le tournage de Viva Maria avec Jeanne Moreau et Brigitte Bardot. Donc, évidemment que tout le monde est conscient de l'importance de l'apparence et de l'âge dans le monde du travail. La plupart du temps, et ça de manière sociale toujours, on sait très bien que notre physique, notre apparence en général, c'est notre carte de visite. Voilà. Il se trouve que dans les pratiques du monde du spectacle, qu'on va appeler le showbiz, même si ça fait un peu pompeux, cette importance-là, à mon sens, elle est vraiment décuplée. C'est-à-dire que vraiment, ça fait partie des premiers critères de sélection. Si je regarde, par exemple, dans les productions cinématographiques ou télévisuelles, c'est clair qu'on va chercher au casting, c'est-à-dire à la distribution des personnages, des personnes qui je ne sais plus comment on dit, qui sont adéquates, mais qui fit, pour utiliser un terme anglais, vraiment avec le personnage, en fait. Qu'est-ce que je voulais ? Alors, moi, typiquement, de par mon parcours, comme je suis ni une beauté incroyable, etc., j'ai toujours considéré que je partais avec un certain handicap à l'embauche, en fait, dans mon corps de métier. Parce que, simplement, de ce que j'ai pu voir, dans un premier temps, notamment dans la jeunesse, c'est plus facile quand on est une jeune fille assez belle. Et beaucoup, enfin, vraiment, ça se précise beaucoup dans tout le rapport à l'image filmée, surtout au cinéma et à la télévision. On a des standards qui sont vraiment très précis, en fait, et desquels il est difficile de sortir. Souvent, pour jouer un premier rôle, on verra que les personnes un peu moins belles, assez souvent, jouent des personnages de second plan ou troisième, ou jouent des personnages alors vraiment plutôt typés. Mais ça, je reviendrai là-dessus, en fait, sur les caractéristiques. Pour revenir un peu sur mon parcours personnel, bon, moi je suis fille d'immigrés italiens, ouvriers, arrivés dans les années 60 en Suisse. Donc a priori, il n'y a vraiment rien qui me prédestinait à une carrière artistique. Et puis ça, on comprend aisément pourquoi, enfin vraiment lié à une histoire de classe qui, de ce que je peux observer maintenant, s'intensifie en fait. Moi, je trouve que dans les écoles de théâtre, on voit de plus en plus d'étudiants qui sont vraiment d'extraction au moins de l'upper middle class en fait. C'est une vie difficile, c'est un choix de vie qui pécuniairement a son importance. Moi, je gagne pas bien ma vie, j'ai pas peur de le dire, même si j'ai 30 ans d'expérience. On comptabilise pas mes années d'expérience dans ma fiche de salaire. C'est un travail qui est irrégulier, qui a ses trous. On est vraiment en travail en intermittence. Ces trous peuvent être très très longs. Quand on est une femme, par exemple, la maternité a un impact important sur le monde du travail. Enfin voilà, devenir comédien, c'est vraiment un choix de vie, plus qu'un choix de métier, en somme, quoi. Donc, je disais, voilà, je suis fille d'immigrés italiens arrivés dans les années 60. J'ai grandi dans une petite ville qui est vraiment pas loin d'ici, qui s'appelle Nyon. J'ai juste un souvenir, en tout cas, de mon enfance et de mon adolescence,
où j'ai souffert d'énormément d'ennui, voilà. Mais j'aime à dire que cet ennui a été vraiment constitutif de l'artiste que je suis devenue par la suite. Voilà, enfin, c'est comme ça que j'aime l'expliquer en fait. Plus tard, alors ouais, ça entre en écho beaucoup avec ce qu'a dit Virginie Vinel. À la préadolescence, il se trouve que j'étais obèse. Voilà. Donc, tout ce qu'on vient de dire sur les pratiques de coiffure, les pratiques vestimentaires, etc., pour moi, elles étaient difficiles à masquer parce que simplement, il y avait un physique qui était là et qui ne pouvait pas se changer en une coupe de cheveux ou des choses comme ça. Alors, mes parents qui sont arrivés en Suisse en tant qu'ouvriers sont devenus des commerçants, puis il y avait un commerce assez florissant. Donc, effectivement, le fait qu'on soit plus à l'aise financièrement m'a permis d'accéder et de me faire aussi accepter plus facilement par des codes vestimentaires ou des objets, des accessoires, etc., ou un mode de consommation qui faisait que je pouvais me faufiler dans des sphères qui n'étaient pas forcément les miennes, en fait. Voilà. Par la suite, oui, voilà, je voulais dire aussi qu'à l'adolescence et à la préadolescence, il y a vraiment ce sentiment, enfin moi j'ai ce souvenir, c'était la grande importance, c'était en être ou pas, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a ce besoin de corporatisme qui est très très fort, qui est vraiment sur lequel, enfin on a vraiment besoin, enfin moi en tout cas je ressentais ce besoin très très fort. Il se trouve que par exemple par un hasard particulier, quand je viens d'une famille de 3 filles, je suis la deuxième des 3 filles, la puinée comme on dit, et mes 2 sœurs portent un nom italien. Moi, je m'appelle Jacqueline, c'est vraiment mon prénom. C'est un hasard, c'est qu'à l'époque, mes parents, quand ils m'ont eu, je suis arrivée un peu tôt sur le programme, ce qui en dit long sur aussi toute la procréation, puis la maîtrise de tout ça. Mes parents avaient encore l'intention de retourner en Italie, donc ils m'ont donné un nom francophone pour garder un souvenir de ces années passées en Suisse francophone. Enfin voilà, pour la petite histoire, c'est juste un peu joli, mais voilà. Mais ce prénom a été un sacré passeport à l'école. Dans les années 60 et dans les années 70, qui sont les années de ma scolarisation. Les Italiens n'étaient pas du tout aussi bien intégrés qu'ils le sont actuellement. C'était les années Schwarzenbach. Enfin, voilà, il y avait un tas d'initiatives qui faisaient peser la menace sur les immigrés d'un retour au pays, qui n'a jamais signifié rien pour moi, même si mon père, évidemment, nous en parlait en disant « il va falloir qu'on retourne en Italie ». J'étais née en Suisse. Voilà, il n'y avait pas de retour pour moi, c'était juste un départ et un abandon de l'endroit dans lequel j'étais née et j'avais grandi. Voilà, juste pour resituer un peu tout ça. Donc moi, je parlais enfin, j'ai l'impression que je vais très vite, mais ça va. Voilà, c'est un peu décousu, mais oui, voilà. Donc en être ou pas, alors que j'étais adolescente et obèse. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me permet, malgré ce handicap, moi, Jacqueline, d'essayer d'en être quand même? Et là, ça fait écho avec la devinette que je vous ai posée au début. C'est qu'en fait, je me rends très bien compte qu'une des caractéristiques très fortes de ma personnalité, c'est une facilité sociale assez évidente pour moi. Et c'est aussi pas mal de vivacité et d'humour. Voilà. Et par rapport à ça, j'ajouterais encore dans ces années-là une forme de détachement apparent, parce que c'était pas du tout le cas, en fait, quand j'avais affaire à des moqueries et des choses comme ça, simplement parce que c'est quand même une période où si on montre, et ça fait écho pas mal avec la vie de comédien, si on montre le moindre signe de colère ou de souffrance à ce moment-là, on est, à mon sens, directement exclu de certaines sphères et du jeu social de ce moment-là. Donc, tout ça se passe à l'adolescence. Par la suite, je fais des études de secondaire sans éclat particulier. À l'adolescence, à la prime adolescence, justement au moment où j'étais obèse, c'est assez curieux parce que c'est à ce moment-là que je commence à prendre des cours facultatifs de théâtre à l'école, en fait.
Et c'était une manière pour moi aussi qui m'a permis, comme j'étais pas une élève très très brillante, on va dire, et pas très appliquée, le théâtre m'a permis d'accéder à une forme de petite notoriété assez localisée en fait. Voilà, simplement parce que j'avais visiblement des dons naturels pour ça. Donc, une scolarité dans le secteur secondaire, donc ce qui fait que j'ai fait mon gymnase. À l'époque, il n'y avait pas de gymnase à Nyon. Donc, je le faisais à Lausanne, vraiment sans éclat. Si ce n'est que lors de ma première année de gymnase, j'étais en décrachage scolaire au bout de quelques mois. Et que, pour un tas de raisons, voilà, enfin, simplement, j'aime bien dire qu'à cette période-là, j'étais un peu sur programme essorage existentiel et que j'avais besoin de recul par rapport à ça. Et que ce que je remarque, c'est que la seule chose à laquelle je tenais encore, c'était de continuer à suivre les cours de théâtre au gymnase que je suivais du coup, de manière clandestine, en fait, une fois par semaine, pour pouvoir faire quand même le spectacle de fin d'année, etc. 18 ans, c'est tard par rapport à la moyenne que je pouvais remarquer autour de moi. Premier grand amour. Et puis, forcément, premier chagrin d'amour à 20 ans. Pendant ces 2 années-là, j'avais fait un tas de projets, notamment liés à ma vie professionnelle, etc., des projets de voyage, avec mon compagnon d'alors. Tout tombe à l'eau l'été de mes 20 ans, donc voilà. Et là, sur une espèce de sursaut, je me dis, bon, puisque c'est comme ça, je m'inscris à une école de théâtre. Donc c'est comme ça que, je me suis inscrite aux examens d'entrée, et c'est comme ça que j'ai embrassé, si on dit, une carrière théâtrale. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi les réseaux sociaux dernièrement, la dernière déclaration de Christine Angot à la télévision en disant qu'on ne devient artiste, que devenir artiste, ce n'est que le fruit d'un échec, c'est parce qu'on n'a pas pu devenir avocat ou femme d'affaires. Ou... dans le cas présent, je peux que lui donner raison. Donc, voilà. Ensuite, donc c'est juste après les années d'école pour moi que j'ai vraiment mesuré, parce que tant qu'on est à l'école, évidemment, on est toujours quelque part. De toute façon, on fera partie, si on doit présenter des scènes en fin d'année, etc., de toute façon, on en fera partie. Donc, on est quand même dans un milieu protégé. À la fin de l'école, qu'est-ce qui nous reste, à part le réseau, si on en a un, et notre physique, notre talent, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis en partie rendu compte de l'impact que pouvait avoir mon allure sur la carrière qui s'ouvrait à moi, en fait. Vous m'arrêtez s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires, hein. Avant ça, évidemment, j'avais une vision de ce métier-là. Je pense que de toute façon, quand on fait les examens d'entrée dans une école de théâtre, on a facilement une vision très très romantique de ce métier-là. Hein, forcément, on joue avec ses tripes, etc. C'est quand même un travail très technique. J'aime bien le rappeler. Donc, moi, j'ai quand même acquis des connaissances de praticienne que je revendique là-dedans. Donc, voilà. J'aime bien rappeler que c'est quand même un métier qui s'apprend. Que malgré le talent naturel qu'on peut avoir, on doit quand même faire ses gammes là-dedans. Et puis que c'est un travail régulier, quoi. Je vais revenir un petit moment sur l'aspect des productions télévisuelles ou cinéma, donc liées à l'image filmée. Donc, une fois qu'on a réglé la question de la pertinence d'une distribution, c'est-à-dire dans l'accord avec le rôle, donc lié au sexe, à l'âge, à la couleur, etc., le métier d'artiste est quand même... ouais. On est à 20 minutes déjà. Il reste 20 minutes. Ok, c'est fou. Excusez-moi, du coup, je fais des trucs off que je vous montre en in.
Donc, dans ce métier-là, clairement, on est tributaire du désir qu'on suscite chez nos employeurs potentiels. Nos employeurs potentiels étant effectivement des metteurs, metteuses en scène, des réalisateurs et, on le verra par la suite, aussi des producteurs, en fait. Et oui, aussi par extension, et ça c'est beaucoup dans le milieu du cinéma et de la télévision, donc de l'image diffusée qui est à grande échelle, en fait, on est également tributaire de la réception du public et du désir qu'on suscite chez le public, en fait. Je reviendrai sur cette notion un petit peu plus tard. Par rapport à la pertinence de l'attribution d'un rôle, effectivement, les autres critères tels que le talent, que la créativité, l'aptitude au travail d'équipe. Il faut savoir que notamment dans le théâtre, c'est beaucoup un travail d'équipe aussi. Il faut aimer travailler ensemble. Et les autres compatibilités d'humeur, etc., peuvent entrer en ligne de compte. Notamment beaucoup dans le théâtre, c'est un petit milieu, donc ça parle beaucoup d'une personne à l'autre. Les gens se renseignent quand ils veulent engager quelqu'un sur une personne en disant qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'elle est compliquée ou pas, est-ce qu'on peut facilement la gérer, et voilà. Mais c'est souvent considéré, alors tous ces critères sont considérés souvent dans un deuxième temps. Je parle bien vraiment surtout de ce qui est télévisuel et cinéma. Parce que c'est d'abord le rendu à l'image, quoi. À ce propos, j'ai une petite illustration. Ah, mais il faut que j'aille dessus, du coup, ou bien c'est ça? Non, ouais, je veux bien. C'est celle-là, voilà. Bon, alors ça, une image captée d'une série que j'ai fait au début des années 90. Ça dira rien à plein de gens ici, mais c'est une série qui était faite à Genève et qui était diffusée à l'époque sur Canal+. Donc, c'est vraiment les grosses années Canal+. Hein. N'importe qui rêvait de décrocher un contrat pour une série sur cette chaîne à ce moment-là. Donc, la personne qu'on voit avec des grosses lunettes derrière et une perruque, voilà, c'est moi. À ce moment-là, j'avais 27 ans. Et mon partenaire de jeu, Jean-Alexandre Blanchet, qui est au premier plan. Voilà, donc ça s'appelait Les Gros Cons. Et l'épisode duquel est tirée cette image ça s'intitule L'échangiste. Voilà. Donc Jean-Alexandre et moi, on représente un couple qui va à une soirée échangiste et mon mari essaye tant qu'il peut de m'échanger contre une créature plus désirable que moi, mais bien sûr sans succès. Donc à la fin de l'épisode, qui est un épisode vraiment très dur, on le voit me balancer par-dessus un pont. Voilà. Donc tout ça pour illustrer assez clairement ce que j'appelle la souplesse de l'ego qu'il faut vraiment avoir dans ce métier-là aussi, quoi, parce qu'on est directement impliqué. Alors, avant de revenir sur des pratiques plutôt dans le théâtre, j'ai besoin de parler un petit peu des rapports de pouvoir implicites qu'il y a dans ce milieu-là. Par exemple, pour une comédienne, je suis mieux placée pour parler des comédiennes que des comédiens, forcément, mais une comédienne qui a une plastique très très belle, ça lui confère forcément un pouvoir supérieur à une fille un peu normale, comme moi, quoi. Enfin, voilà, pas franchement belle, etc. Ça lui confère le pouvoir de, j'aime bien dire ça, prétendre à ou accéder à, en fait. Voilà. C'est-à-dire que prétendre à un premier rôle d'une jeune première ou un truc comme ça, même si j'avais 25 ans avec mon physique, on m'aurait en gros rayonné, quoi. C'est juste, enfin, voilà. Il y a aussi que, dans ce que j'ai pu observer, en tout cas dans mes jeunes années, avoir un physique, une plastique intéressante, donc être beau, en fait, ça
ça permet plus d'employabilité, en fait. Donc, voilà, moi, je partais, comme je le disais tout à l'heure, avec un certain handicap à l'embauche. Or, quand on est comédien, comme c'est un travail qu'on pratique par intermittence, parce qu'il n'y a pas de sécurité de l'emploi, c'est en général des contrats qui durent 3 mois maximum quand on travaille sur une production théâtrale, puis après on se retrouve de nouveau sans travail, au chômage, etc. La légitimité d'un comédien de dire qu'il est comédien quand il n'a pas de travail ou quand il n'a pas travaillé depuis longtemps, elle devient compliquée à vivre. Voilà. La beauté confère un certain pouvoir, mais jamais autant, par exemple, que l'argent confère du pouvoir à un producteur. Il faut savoir que sur les productions filmées, on est très très vite dans des budgets qui explosent. Enfin voilà, il y a beaucoup d'argent en jeu. On parle d'industrie du cinéma, c'est pas pour rien. Ça n'a rien à voir avec le budget d'une production théâtrale. Comptant tous les salaires, la scénographie, tous les corps de métier, etc. On sera autour, je parle d'un truc pour moi, donc qui est beaucoup de travail dans des compagnies indépendantes, on est dans un budget qui est à peu près à 150 000 francs. Les 150 000 francs, ça couvre pas les sandwichs qu'on mange sur un plateau de tournage, juste pour donner une échelle de mesure, quoi. Donc, voilà, il y a ce pouvoir des producteurs, il y a le pouvoir aussi lié à leur fonction des décideurs, c'est-à-dire des réalisateurs. On est tributaire du choix qu'ils font, des interprètes, etc. Il se trouve que, justement, les réalisateurs sont souvent les subordonnés des producteurs, parce que c'est eux qui détiennent l'argent. Donc, le choix qu'ils peuvent faire d'un interprète, et ça arrive très très souvent, et beaucoup plus souvent qu'on ne croit, le réalisateur, avec son scénariste, ou si c'est lui qui a fait le scénario, décide d'un interprète pour tel ou tel rôle, puis arrivé devant la commission de production, on lui dit « Mais non, mon coco, cette femme-là, elle n'est pas intéressante. Oui, elle est très bien, elle correspond très bien au rôle, mais nous, on a besoin d'une tête d'affiche. » Donc c'est pour ça que, enfin voilà, moi je prends volontiers l'exemple, de nouveau c'est un vieil exemple, mais juste après la sortie du Titanic avec Leonardo DiCaprio, enfin moi d'origine italienne, je connais une tripotée d'enfants qui ont à peu près entre 15 et 18 ans qui s'appellent Leonardo, pour dire. Donc évidemment, si on faisait un film avec Leonardo DiCaprio à ce moment-là, même si le film est mauvais, on sait que ça va rapporter de l'argent, qu'on va revenir sur nos frais. Enfin, voilà, c'est juste pour vous expliquer les enjeux, en fait, qui sont sous-jacents à tout ça. Donc, on peut se débattre comme on veut. On n'est jamais plus fort que l'argent dans ce genre de choses. On peut avoir tout le talent qu'on veut, etc. C'est une histoire de bol. C'est vraiment de la chance, où tout à coup il y a des aptitudes, où on est au bon endroit, au bon moment. Donc, comment dire, la perception de la réussite d'une carrière, elle est tributaire de tous ces paramètres. Je tiens à préciser aussi, parce que, oui, donc, je vous ai bien parlé de ça, donc le choix d'un interprète, on cherche un interprète. Le terme consacré, c'est bankable, quoi. Enfin, c'est pas pour rien, en fait. Donc voilà, c'est vraiment lié directement à l'argent, sans détour, en fait. Lié aux choses qu'on vient de vivre ces derniers mois par rapport au harcèlement sexuel, etc., je tiens à préciser, alors typiquement que moi, avec le physique que j'ai, je n'ai pas eu à subir de harcèlement de quelque sorte que ce soit. Les harcèlements, pour moi, ceux que j'ai pu subir, étaient plutôt liés à des formes de pouvoir que je viens de vous expliquer là, plutôt genrées. Voilà, dans les producteurs, on a très souvent des hommes aussi. Dans tout ce qui est technique du cinéma, ça commence un peu à se diversifier, mais c'est un monde d'hommes. Dans les techniciens de théâtre, c'est un monde d'hommes. Aux administrations, heureusement, maintenant, ça change un peu. Typiquement, à Genève, dernièrement, il y a énormément de nominations à la tête de structures culturelles, maintenant, qui sont féminines. C'est vraiment plaisant. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc, comme je disais, moi, je n'ai jamais eu de rôle de jeune première dans ma jeunesse.
À l'école déjà, quand j'avais 20 ans aussi, on me donnait facilement les rôles de vieille acariâtre. Je ne sais pas si vous connaissez l'opéra de Katsu, mais voilà, je jouais Madame Pitchum, qui est vraiment le pire des personnages, avide d'argent, sans complexe. Enfin bon, voilà. Tout ça pour dire aussi que par rapport à notre esthétique, il y a beaucoup de choses qui sont projetées là-dessus. Je vais retrouver mes lignes là-dessus. Oui, voilà. Généralement, la laideur, ça peut être synonyme de méchanceté, de bêtise, d'avarice, de malhonnêteté et de lubricité. Voilà. La beauté, alors ça, c'est sous condition de ce que je peux voir. Il ne faut pas qu'elle soit arrogante, justement. La beauté humble, elle sera facilement synonyme de bonté, de gentillesse et d'honnêteté. Alors, bien sûr qu'il y a des contre-exemples, hein, bien sûr, mais dans un rapport assez caricatural qu'on peut avoir, ça on l'a pas mal par exemple à la télévision, hein, qui est très formatée, on aura ce genre de rapport. Ouais, alors du coup, il y a plein d'images que j'ai pas montrées, mais ouais, ça va... Voilà, là c'est de nouveau une vieille référence, hein, mais c'est Simone Signoret, donc Casque d'or, voilà, qui a été pour toute une génération quand même un film incroyable où se dégageait d'elle vraiment quelque chose de très sensuel, de très beau. Elle a été prise comme modèle quand même. Donc c'est avant les années Bardot et tout ça, hein, pour vous dire. Et moi, je la trouvais effectivement très, très belle. J'aime bien l'exemple de Simone Signoret parce que par la suite, son vécu, enfin, on a vu que c'était pas juste un corps, mais que c'était aussi une tête. Elle a eu des engagements politiques, elle a eu beaucoup d'amis qui étaient des philosophes, des penseurs, etc. Je vous montre l'image suivante de Simone Signoret parce que c'est intéressant pour moi, parce que c'est une femme qui a refusé à ce moment-là, qui ne s'est pas pliée en fait à toutes les injonctions normales d'une comédienne. Je prends cet exemple-là parce que j'ai un souvenir très précis de comment en fait elle était victime de bashing par rapport à ça. On disait ouais, c'est vraiment Signoret. Quand on parlait de quelqu'un qui avait mal vieilli, on disait ouais, c'est vraiment l'effet Signoret, quoi. Enfin, genre, elle a rien fait, elle s'est pas occupée d'elle. Ce qui rejoint ce que disait Virginie sur, elle s'est laissée aller, en fait, en gros, voilà. Et autant c'est peu acceptable dans la société, autant dans le monde de l'image, ça devient d'autant plus problématique, en fait. Je tiens à prendre cet exemple aussi parce qu'il y a eu toute cette histoire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Yves Montand avait tourné avec Marilyn Monroe sur Le Milliardaire. Il se trouve que ça s'est su qu'à l'époque, ils avaient une liaison tous les deux. Et voilà, donc elle a été, enfin Simone Signoret a été très sobre, donc elle n'a rien dit par rapport à ça. Mais en gros, quand Simone Signoret était dans cet état, on se permettait d'avoir des remarques en disant, évidemment, si elle se laisse aller comme ça, c'est normal qu'on la trahisse. Voilà. Voilà. Dans les rôles que j'ai eu à jouer, donc là, ça c'est la dernière production théâtrale que j'ai faite, où je jouais une vieille mafieuse, donc c'est forcément, là c'est théâtral, hein, donc là vous avez une image de près, mais c'est forcément une image qu'on a voulu volontairement un peu pousser, mais effectivement, là je jouais une vieille mafieuse en fait, qui détenait la seule station-service où il y a encore de l'essence, enfin c'est un petit côté Mad Max comme ça, un peu néo-futuriste, enfin voilà. Et aussi, à côté, une performance que j'ai faite pour un plasticien qui prend le cinéma comme médium et qui m'a demandé d'improviser. Enfin, normalement, j'ai tourné sur un fond vert. Là, lui, il a projeté l'image qui est derrière. C'est une performance qui s'appelle Braquage Thérapie, où joue une vieille caissière. Enfin, donc, c'est intéressant quand même de voir dans quel truc je suis. Enfin, voilà. Qui raconte comment elle s'est faite braquer, en fait. Je prends cet exemple aussi parce que là, on ne peut pas voir la séquence qui est assez longue, mais mon apparence et mon âge ne sont pas anodins là-dedans, dans la mesure où, quand le récit se déroule, on ne sait plus très bien à un moment, enfin, il y a un petit côté un peu
toute proportion gardée, un peu lynchien là-dedans, mais on ne sait plus très bien si je raconte n'importe quoi ou si ça m'est vraiment arrivé. Oui, alors maintenant je vais venir plus spécifiquement sur les pratiques théâtrales. Je montre cette image qui est tirée d'un spectacle, L'Oresti de Romeo Castellucci, qui est un metteur en scène italien qui utilise vraiment beaucoup l'image comme premier. Il y a très peu ou pas dans certains de ses spectacles de paroles, c'est vraiment tout joué sur la lumière, sur les corps qui sont sur scène, sur la musique, l'environnement sonore, etc. Donc, cette image pour illustrer le fait que dans les créations théâtrales contemporaines, je ne parle pas de pièces de Molière, etc., je parlerai plutôt d'écriture de plateau. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ce que c'est, mais en gros, ce sont des créations qui se font avec les interprètes sur le plateau, sur mode d'improvisation. On donne un thème, etc., du matériel, et la pièce s'écrit comme ça. Ces tendances, ces critères esthétiques tendent plutôt à se démocratiser, en fait. Voilà. Voilà. Donc, mais simplement, ce qu'on peut voir, c'est que l'âge, ou l'embonpoint, ou le handicap, ou la couleur, etc., s'il n'est pas spécifiquement choisi pour nourrir le projet, ça peut quand même représenter un frein dans ces pratiques. Typiquement, l'âge, dans ces pratiques qui peuvent solliciter une sportivité assez incroyable, enfin beaucoup dans le théâtre contemporain, le corps a une importance vraiment très forte. On voit, en tout cas, ça c'est une tendance, en tout cas ces 15 dernières années, une forme de très grande perméabilité entre les pratiques de la danse et du théâtre. Donc de plus en plus, et heureusement pour moi, mais ça c'est mon point de vue, on demande aux comédiens d'être très alertes physiquement, en fait, d'avoir des capacités physiques et sportives assez intéressantes. Et là, typiquement, l'âge commence à constituer un frein, parce que du coup, on perd ces aptitudes-là. Virginie, vous faisiez référence à ça, je crois aussi, ou non? Ou c'était peut-être vous, Marion, je ne sais plus, en fait. Donc, c'est vraiment, enfin voilà, l'employabilité, voilà, est affectée par le fait d'une perte d'aptitude, en fait, pour le cas tout à fait physique. Ouais. Il y a aussi que dans le théâtre contemporain, mais ça c'est des codes implicites, il est majoritairement, l'espace est majoritairement occupé par des jeunes gens qui ont la trentaine, et puis c'est un milieu dont les codes sont plutôt considérés comme hype, comme ça. Donc effectivement, il y a une perception de l'âge qui devient très vite assez compliquée. Quand on est vieux, qu'est-ce que j'ai mis comme ça? Ouais, il est difficile de rester dans la course. Et si on montre trop explicitement qu'on fait des efforts pour ça, eh bien, ça a une perception assez pathétique, en fait. Idéalement, le bien vieillir, dans les codes qui sont là-dedans, il doit avoir l'air organique, il doit avoir l'air naturel, en fait. Voilà. On parlera très peu de pratiques de chirurgie esthétique, alors qu'on sait qu'il y a plein de comédiennes qui les utilisent pour se maintenir, etc. C'est un sujet qui est encore tabou dans le milieu, en fait. Mais je crois qu'on va sauter la séquence suivante, parce que pouf, pouf, c'était la séquence du petit film. On fait ça. Bon, en règle générale, ouais, voilà, mais je passe sur autre chose. J'avais prévu un petit film, mais du coup, il y a peu de temps qui reste. En règle générale, un autre truc par rapport à l'attribution des rôles, et de nouveau beaucoup dans le cinéma, c'est que moi, j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants qui ont 19 ans et 15 ans. Donc, normalement, je suis dans les âges normaux d'une mère de famille, d'enfants de cet âge-là. Et on voit que dans les productions cinéma et télévisuelles, c'est souvent des femmes de 35 ans qui jouent les mères d'enfants, de jeunes adultes ou adolescents. Voilà. Voilà.
Bon, après, j'avais pris cette photo de Julia Roberts parce qu'il y a un petit côté mise en scène comme ça qui m'intéresse si on décrypte cette image, qui a l'air d'être un peu dérobée comme ça, un peu tranquille au saut du lit comme ça. Je prends Julia Roberts parce qu'elle et moi, on a le même âge aussi, donc il y a quand même une différence assez patente. Voilà. Puis j'aimais bien ce côté, c'est vraiment une mise en scène, ça c'est vraiment de la communication et de la promotion d'actrices, typiquement ce genre d'image. Hein, on n'est pas apprêté, on ne fait pas une photo studio, etc. On montre qu'au naturel, on assure, quoi. Voilà. Voilà, pour les prochaines images. Voilà. Là, on a plusieurs images de femmes qui portent les cheveux blancs. Parce que là, la question maintenant sur les cheveux blancs, si vous lisez un peu les magazines féminins, on parle beaucoup de ça comme une forme de nouveau trend. À mon sens, j'en suis pas si sûre que ça. Parce que du coup, de nouveau, il y a une double injonction là-dedans, à mon sens. Moi-même, je porte les cheveux blancs. Quand je discute avec mes collègues, comédiennes, etc., du même âge ou pas, elles sont toutes, elles trouvent ça super, elles disent oh, « c'est tellement bien tes cheveux gris ». En attendant, pour l'instant, je suis pratiquement la seule sur le marché avec les cheveux gris, parce que c'est très typé, simplement. Et que déjà, j'ai les cheveux courts. On verrait que chez la plupart des comédiennes, porter les cheveux courts, c'est problématique. Il y a un lien avec la féminité. Très vite, ça raconte autre chose. Donc, voilà. Que dire par rapport à ça? Donc oui, voilà, donc tout le monde trouve ça très beau, mais au final, on se rend bien compte que si on veut être employé, vaut mieux pas avoir les cheveux gris, en fait. En règle générale, ce que je peux ressentir, moi, comme retour, du coup, par le fait que j'utilise pas de chirurgie esthétique, j'ai les cheveux courts et gris, je suis en surcharge pondérale, je peux assez vite être considérée par des gens qui m'aimeraient pas, ce qui arrive quand même souvent, comme quelqu'un qui fait rien pour être employé, en fait. Voilà. C'est que je réponds pas aux injonctions qui sont la norme de ce travail. Donc, j'ai pas de boulot, c'est normal, quoi. Enfin, voilà. C'est juste, ça s'explique. Reste une possibilité, quand on n'a vraiment pas de travail, ce qui n'est pas mon cas, je vous rassure. Enfin, quelque part, il y a d'autres aptitudes, alors justement liées, j'ai plus de chance presque maintenant, j'ai commencé à plus travailler à 40 ans, moi, clairement, en fait, voilà, c'est ça. Tout à coup, de plus avoir besoin d'être dans les standards esthétiques m'a permis d'ouvrir un champ. Bon, moi-même, j'y mûris aussi, hein, c'est pas complètement... innocente non plus, mais j'ai eu plus de travail à ce moment-là. Reste, alors, si on ne veut pas se plier à toutes ces normes du cinéma et de la télévision, la possibilité de créer aussi ses propres performances. Là, c'est une photo, ça m'arrange bien qu'elle soit floue dans le cas présent. C'est une performance que j'ai faite il y a 10 ans, que j'ai faite au Théâtre de l'Arsenic à Lausanne, où j'accueillais les gens. Là, on est dans le foyer du théâtre, et j'accueillais les gens, en fait, et au bout d'un moment, sans mise en scène particulière, sans musique, sans trois coups, etc., je monte sur les 2 tables qui étaient installées là. Il y avait quand même un technicien qui avait mis un projo pour là, mais sans rien dire, et je commence à me déshabiller pour me retrouver nue sur ce plateau. J'ai beaucoup utilisé la nudité dans mes performances. J'ai toujours considéré que mon corps était une forme de manifeste, parce qu'il ne fait pas partie des corps qu'on montre habituellement dans les spectacles, en fait. En tout cas, pas nus. Ou alors c'est spécifique, et comme chez Castellucci, ça sera pour servir un propos plus large, ou pour contrebalancer une image esthétiquement très très belle, voilà, etc. J'ai beaucoup utilisé ça. Dans les quelques performances que j'ai faites, il a toujours été question du temps qui passe, de comment ça s'imprime sur le corps, etc. Et puis après cette séquence-là, j'invitais les gens à venir dans une autre salle. Et puis il y avait notamment une séquence où j'écrivais sur un panneau tous les prénoms des garçons avec lesquels j'avais couché, en fait, en mettant une croix à côté de ceux qui étaient décédés. Et je finissais par cette phrase, donc tout ça c'est sur la musique de Bachung, sur la chanson de Bachung, Vertige de l'amour.
Et à la fin de cette liste de garçons qui arrivait à la fin de la chanson, je mettais « Si tous ces garçons ont désiré ce corps, est-ce que ça se voit encore ?» Voilà, c'était ça, puis c'était la fin de la performance. Tout ça pour dire qu'après tout le voyage qu'on vient de faire, heureusement, dans certaines productions télévisuelles, on voit parfois une envie de déplacer un peu les standards. Je prends cet exemple-là. Ah, tiens, une image de Red qui est venue se mettre en plus. Je ne l'avais pas prévu, mais je ne sais pas si vous connaissez cette série. C'est Orange is the New Black. Donc, c'est une série Netflix. Ça m'a beaucoup intéressé de regarder en partie cette série parce qu'on a pour le coup un casting quasi exclusivement féminin. Enfin, vraiment, les hommes jouent des seconds rôles. On a plein de couleurs qui sont représentées. On a Lavernie Cox ici qui est trans, en fait, clairement, qui est une actrice trans. Et puis, on a tous les âges qui sont représentés. On a des latinos, des noirs, etc. Les standards, là, on ne voit pas tous les personnages, mais il y a d'autres personnages un peu moins importants dans la série. On a vraiment un casting très, très intéressant. Et moi, j'ai découvert une foule de comédiennes que je n'avais jamais vues auparavant à l'écran. Et c'est vraiment une volonté de cette série de montrer des corps hors standard. À part, voilà, on a une blonde aux yeux bleus pour le rôle principal. Enfin voilà, non, on a quand même ça. On est quand même soumis à ça. Mais finalement, si on regarde la série, elle est plus un fil conducteur et un prétexte à la série parce qu'on est très intéressé par tous les autres personnages. Voilà. Je crois que je vais conclure là-dessus. J'ai un peu dépassé le temps qui m'était imparti, mais voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Voilà. Alors, on va prendre maintenant quelques questions. Alors, attendez. Alors, pour préciser que la séance se terminera à 2h30. Je sais que voilà, le format n'est pas le même que celui des déjeuners sociologiques d'habitude, donc c'était pour vous préciser ça, qu'il nous restait environ un quart d'heure, non, 20 minutes, 20 bonnes minutes pour discuter ensemble de ces diverses thématiques. Il y a un micro. Moi, j'ai plein de questions, si je peux commencer, sinon, mais il y a un micro qui arrive du coup. Ouais, non, en fait, c'est pour l'enregistrement, je pense. Ouais, super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos présentations, c'était extrêmement intéressant de vous entendre. Ma première question, je vais peut-être juste faire celle-ci parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Elle s'adresse plutôt à Jacqueline Riccardi, parce qu'en fait, je vous reconnaissais pas tout de suite, mais je vous ai vu dans Voiture américaine, okay. D'où est issue la photo. Le t-shirt Tamoil, d'accord. Voilà. Et en fait, je suis intéressée vraiment à contraster mon expérience de cette pièce où je vous ai vu avec ce que vous disiez, parce que c'est vrai qu'il y a tout ce parallèle entre la beauté fait vendre, et puis quand on n'est pas beau, on ne fait pas vendre, donc il faut se faire une place autrement. Et ce que moi j'ai trouvé très intéressant quand je vous ai vu dans cette pièce, c'est qu'en fait je vous trouvais, vous étiez vous étiez la plus âgée, mais et je pense que je ne suis pas la seule à avoir pensé ça, que vous étiez la plus sensuelle et la plus sensualisée de toute la pièce, et que vous étiez celle qui incarnait justement cette féminité sûre d'elle et cette beauté. Donc, en fait, je voulais justement, par rapport à ce que vous disiez sur le théâtre et le visuel, avoir votre retour par rapport à ça, en fait, par rapport à cette question-là. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est effectivement, dans un premier temps, voilà, on lit la pièce et puis le metteur en scène décide de la distribution. Il décide de la distribution, puis effectivement, moi c'était clair. Enfin, j'avais lu la pièce avant, j'ai dit je vais pas jouer la jeune mariée. Je procède par élimination dans ces cas-là. Donc je m'attendais à jouer cette Madame Grignon, justement, comme elle s'appelle là-dedans. Il a fallu un temps assez long parce que, en fait, tant qu'on n'a pas tout le dispositif. C'est-à-dire, j'entends par là, les partis pris de mise en scène, les partis pris de costume, de maquillage, de lumière, etc., on ne peut pas faire tout le boulot toute seule. C'est-à-dire, on n'arrive pas à circonscrire complètement ce que va être un personnage.
Donc moi j'étais là, puis je disais ok, je vais jouer la vieille, super. Enfin, je voyais que ça pour l'instant. Puis petit à petit, quand ça s'est construit au fil des répétitions, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait ça. Après, j'avais un texte, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gens qui ont vu la pièce, on peut se souvenir là, mais j'avais des phrases de 3 mots. Je disais très très peu de choses. Ça se jouait beaucoup sur la présence physique pour le coup. Enfin, là, je reviens sur l'importance du physique dans les productions théâtrales, parce que même si on doit être immobile ou on est assis pendant 2 heures, on ne sera jamais assis comme dans la vraie vie. Ça travaille tout le temps. Le corps est toujours en train de travailler. Donc oui, après ce retour, on me l'a fait plein de fois en disant mais c'est super, c'est la seule femme dans la pièce qui se laisse pas faire, qui décide. Quand on ne sait pas très bien si elle meurt ou pas à la fin, mais c'est elle qui décide de tout arrêter. Elle tient le pouvoir. C'est une pièce qui est très féministe quand même, à mon sens, hein, qui montre beaucoup d'images de femmes qui subissent les hommes, etc. Donc, si vous voulez, tout ce pouvoir aussi vient nourrir ce que vous disiez, en fait, par une forme de sensualité, etc., de cette femme qui décide, en fait. Je pense que c'est vraiment ça, ce qu'on retient là-dedans. Voilà. Mais du coup, je ne l'ai pas construite toute seule. Et ça se construit en collaboration avec tous les autres corps de métier de la production, en fait. Une autre question, oui, derrière. Merci. Merci pour vos présentations. Moi, ma question, elle est plus générale. Elle n'est pas adressée à quelqu'un en particulier. C'est je m'interroge en fait sur la question de l'esthétique et du coup aussi du titre du séminaire qui s'appelle Corps et beauté. Et il y a un peu 2 volets à ma question. La première, c'est est-ce que c'est forcément toujours opportun et qu'on peut faire le glissement d'appliquer le terme esthétique sur des pratiques qui n'en ont pas forcément, qui s'insèrent dans d'autres types, à la fois des modes de vie, mais des pratiques qui peuvent être aussi culturelles ou de loisirs. Il y avait dans la première présentation l'exemple de s'habiller de manière confortable pour sortir, aller jouer et faire différentes activités. Donc, est-ce que... et ça, je demande qu'à être convaincu, mais peut-être que ça gagne à esthétiser aussi ces situations-là et ça permet de voir des choses. Mais du coup, j'aimerais juste savoir un peu quoi et comment on peut développer ça. Et le deuxième volet de la question qui est... Alors, comme corps a toujours en S, on ne peut pas savoir, mais j'aurais trouvé drôle que corps soit au pluriel et beauté au singulier. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler qu'on parle d'une seule échelle d'esthétique, et est-ce que là, il n'y a pas aussi des choses à peut-être gagner en finesse dans les analyses que de forcément... est-ce que quand on parle de beau et est-ce que quand les gens parlent de la beauté de leur corps et de soins qui parlent de leur corps, ils parlent toujours de la même chose et qu'il n'y a pas un risque aussi là du coup d'unifier des choses qui sont beaucoup plus multiples et polymorphes d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas, vous avez quelque chose à... Je ne sais pas si je peux répondre directement. Ouais. On peut en discuter. Les lier. Plutôt. Parce qu'effectivement, je me posais la question aussi de la relation entre beau, juste et... Non, entre beau, soigné et juste. Et en fait, c'est plutôt, ouais, effectivement, c'est le complément de la présentation de Jacqueline Ricciardi à celle de Virginie Vinel, où j'ai l'impression que vous, Jacqueline, vous avez cherché le juste. C'est-à-dire, vous vous regardez dans un miroir et vous dites, c'est comme ça que je suis. Et dans la première présentation, il a été question de techniques de soi et de gouvernement en relation avec l'esthétique. Et j'ai besoin de précision là-dessus aussi. Donc de la définition et des tensions intérieures aux personnes, qu'elles soient adolescentes ou dans le grand âge, sur ce qui est beau, mais et comment ça s'articule ou pas avec c'est qui je suis, c'est ce que je suis, c'est juste comme ça, même si je me maquille pas, même si je sais plus quel exemple est donné, même si je m'épile plus, etc. C'est un vaste sujet. Moi, si je peux m'exprimer sur
le choix du mot beauté plus que par exemple de parler d'esthétique. C'est vrai qu'on a eu, en fait, avec ce séminaire-là, on avait vraiment eu la volonté d'employer ce mot-là, parce que c'est un mot qui apparaît très tabou dans le monde académique quand on parle des pratiques esthétiques, puisque la beauté est sous-entendue comme étant subjective, alors que quand on parle d'esthétique, on peut parler des normes esthétiques et des pratiques et avoir, on va dire, l'analyse de ces deux dimensions-là. Et pour nous, c'était important de parler de ce mot beauté pour justement légitimer les chercheurs qui s'intéressent à ce sujet-là et qui essayent justement de conceptualiser cette thématique-là, dans le sens où, par exemple, toutes les pratiques, on parlait de l'alimentation, ou en effet, de s'habiller de manière confortable pour faire certaines activités. En effet, là, on va dire qu'il y a une hiérarchie. On ne peut pas parler de pratiques esthétiques, mais il y a une dimension esthétique de ces pratiques-là qu'on ne peut pas nier et qui vont être analysées via le prisme de la beauté dans les interactions sociales, c'est-à-dire que la beauté va être en filigrane présente. Et du coup, c'était pour nous important de le marquer comme ça dans le titre du séminaire. Je trouve que c'est des questions très compliquées, mais peut-être juste en ce qui me concerne. Donc moi, je travaille plutôt sur les techniques du corps en général. Donc là, on m'a demandé de travailler plus particulièrement sur les techniques esthétiques. Ceci dit, je pense savoir essayer de montrer justement que c'est pas des standards généralisés, mais plutôt c'est du travail en interaction. C'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est ce que j'essaye de montrer dans tous mes travaux avec Nicoletta Diasio ou Ingrid Voleri par exemple. C'est-à-dire que c'est du travail avec l'entourage, donc la famille, les frères, les sœurs, etc., les copains, copines, les jeunes du coin ou les plus âgés, et en situation. Et donc il n'y a pas d'échelle vraiment, ce qui moi, je ne sais pas ce qui est beau, ce qui est pas beau. Alors je sais pas si ça répond à une question, mais c'est plutôt comment les gens eux-mêmes construisent avec tout cette à la fois matérialité et ces autrui significatifs généralement ou moins d'ailleurs, et ce qu'ils ont envie de produire d'eux-mêmes. Voilà. Donc, et en effet, vous le dites très bien, mais je crois l'avoir dit, c'est qu'il y a des moments, il y a des situations où la question de l'esthétique n'a aucune importance. Je l'ai dit, il me semble, en plus à la fin. En zone rurale, là, on est chez soi, on est dans la forêt. Enfin, c'est pas le problème, quoi. Pour les gens. Après, vous aviez le sentiment par exemple, par rapport au témoignage que j'ai fait, d'une aliénation plus forte au canon de beauté, etc. Ou, enfin, je suis pas sûre de bien comprendre ce que vous cherchez à savoir de mon témoignage, en fait, par rapport à ça. C'est qu'effectivement, moi, ce que je vois, ce que j'entends, en tout cas, c'est qu'effectivement, j'ai ce besoin par rapport à mon corps qui doit toujours être très honnête, en fait. J'ai ce sentiment, mais presque névrotique, enfin ce besoin presque névrotique de me dire, ok, bon, voilà, tu as un corps comme ça, tu as cet âge-là, tu es comme ça, tes points forts, ils sont là, tes points faibles, ils sont là, parce que c'est aussi mon travail, en fait, d'avoir ça. C'est mon outil de travail, et je dois savoir optimiser ce qui me met en valeur, et peut-être dissimuler ce qui ne le fait pas, en fait. C'est juste ça. Donc, effectivement, il y a une sorte d'hyper-conscience de certains standards en vigueur. Moi, j'y peux rien de ces standards. C'est pas moi qui les choisis, en somme. Justement, moi, j'avais une question sur les standards, parce que vous n'avez pas trop développé. Est-ce que Simone Signoret, aujourd'hui, même jeune, serait encore un standard de beauté? Moi, j'en suis pas sûre. Non, elle serait trop grosse, par exemple. Mais même le visage. Bah, alors ça, c'est clair que... Quels sont les standards? Moi, je suis un peu à la ramasse là-dessus parce que, par exemple, j'ai plus la télé depuis 30 ans. La plupart du temps, je refuse de la regarder, etc. Je vais pas au cinéma. J'ai du mal à reconnaître. Par exemple, les actrices américaines. Je trouve qu'il y a une forme d'uniformisation. Je sais plus qui est qui. Du coup, moi qui avais une super mémoire des comédiens parce qu'il y avait tout à coup quelque chose de singulier qui était sorti de là. Ben là, bon, alors je les vois peu. Donc c'est peut-être pour ça. Mais et quelle c'était votre question déjà? Les standards actuels, c'est quoi? Ouais. C'est Julia Roberts, ouais, mais je sais que en gros, j'arrive pas à les circonscrire, mais je sais que moi, je suis facilement en dehors de ces standards-là. En fait,
C'est comme ça que je peux être la plus précise. C'est-à-dire, j'ai pas un âge standard, j'ai pas une gueule ni un corps standard. Enfin voilà, j'ai pas un. C'est lié aussi à comment on est, quelle attitude on a vis-à-vis du travail. Hein. Moi, je suis volontiers ce qu'on appelle une grande gueule, quelqu'un qui parle beaucoup, qui dit qu'il n'est pas d'accord, enfin voilà. Donc c'est aussi une manière de se positionner dans le monde du travail. Moi, j'avais une question, je me donne la parole, je m'autorise. C'était peut-être plus pour Virginie, et encore que, parce que je pense que ça peut faire écho à aussi une partie de votre communication, Jacqueline. Dans vos deux communications, on voit qu'il y a un équilibre à chaque fois entre des pratiques esthétiques auxquelles on doit coller à une certaine norme esthétique de genre, et aussi des pratiques où on voit qu'il y a de la créativité et une tentative de singularité. Et je me demandais, sur les deux étapes esthétiques, hein, adolescence et ensuite grand âge, si vous aviez pu identifier du coup des attributs ou des espaces ou des pratiques en fait où il y a plus de, on va dire, de cadrage au niveau des normes de genre, d'autres où on peut plus se permettre une sorte de singularité, une créativité. Et ça fait écho notamment à peut-être Jacqueline par rapport aux cheveux gris, justement, on voit qu'on a peut-être une forme de singularité qui s'exprime, et encore que, enfin voilà, je voulais savoir s'il y avait des attributs esthétiques où l'équilibre était plus ou moins dans un sens ou dans l'autre. Je peux répondre du coup. Moi, cet espace de liberté, typiquement, je le trouve dans mon travail de performance, en fait. Mon travail de performance, si on veut, si je devais le résumer à un mot, ce serait une forme d'aveu, en fait. D'aveu de faiblesse, d'aveu de non-conformité, et c'est vraiment un truc qui m'intéresse tout le temps, en fait. Et quand je dis vraiment que je me mets à poil parce que j'ai pas un corps de danseuse qui est travaillé par des années de pratique de danse, etc. J'ai un corps comme... les femmes qui viennent voir mes performances, la plupart des femmes qui sont dans l'audience, elles ont un corps qui ressemble à peu près au mien, quoi, en somme, si elles ont à peu près le même âge que moi. Or, la plupart du temps, à part quand c'est un choix esthétique très fort, comme on l'a vu chez Castellucci par exemple, voilà, on verra des corps plus acceptables, en fait, plus acceptés dans ce qui me semble des images. Et moi, je passe vraiment mon temps à dire que voilà, mon corps est manifeste parce qu'il existe, parce qu'il est là. C'est de rappeler ça avec toute la fragilité que ça présuppose. Je vous assure que c'est pas forcément facile de se déshabiller sur une table devant 80 personnes, etc. Enfin, alors qu'on est dans un rapport tout à fait trivial et pas de mise en scène, et pas sur un plateau, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais moi, je le prends vraiment comme un espace de liberté. Je pense que vraiment, cet équilibre que j'arrive à trouver dans ma pratique de comédienne, il se fait grâce aux performances aussi, quoi. En fait, pour contrebalancer toutes les cases dans lesquelles je dois mettre par ailleurs quand je suis engagée en tant qu'interprète. Alors, pour répondre à la question, moi je pense que c'est justement dans la construction de sa singularité, c'est-à-dire que les jeunes comme les personnes très âgées sont soumis à tout un ensemble de demandes, mais comme ces demandes sont quand même extrêmement plurielles, par exemple, Romane, alors bien sûr, elle est pas complètement hors norme, bien sûr, mais dans son monde, déjà, on existe en situation, c'est-à-dire on n'existe pas comme ça dans l'air. On est tous là à un moment donné. Ici, on est en conférence, ce soir, on est chez soi. Donc, la façon dont on se part, est bien dans cette situation-là. Et donc, dans la situation du collège, cette jeune femme fait preuve de créativité puisqu'elle se dit qu'elle n'est pas comme les autres. Donc je pense qu'il y a, voilà, et dans les personnes âgées, j'ai l'impression, alors très âgées, en zone rurale, etc. Leur liberté, c'est d'être dans des zones familières où ils n'ont peut-être pas trop à travailler leur apparence, en fait. Hein. On s'est retrouvé face à des personnes qui sont en blouse, par exemple. Hein. Alors je ne sais pas si on connaît encore ça dans nos villes, on les connaît pas, mais vous savez ces blouses là avec des petites fleurs, etc. pour les femmes.
femmes, les hommes, une espèce de pantalon. Donc, est-ce que ça, c'est de la créativité ou est-ce que c'est de la soumission à la norme du village? Je ne sais pas. La question de la liberté en sociologie ou en philosophie est quand même très complexe. Donc, ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que il y a il y a de la singularité parce que même ces jeunes filles qui ont, alors, dans les cheveux, on voyait quand même une sacrée normativité, mais elles ont toujours un petit truc, quoi. Il y a le petite chose qui va faire qu'on se... Puisque dans nos sociétés, l'injonction est d'être soi et d'être quelqu'un de différent des autres. Donc il y a aussi cette réponse-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Merci. Ça fait un petit peu écho à ce que vous avez dit, madame, dans votre... d'essayer de construire les choses, comment se construire les choses en interaction, etc. Et pour les jeunes, je me demandais si vous aviez pisté aussi les techniques peut-être plus collectives, de, je sais pas, se préparer avant une fête, se préparer avant d'aller au collège, se retrouver, enfin c'est des souvenirs aussi que j'aime, et se retrouver à l'arrêt de bus, et puis se faire tourner le maquillage, faire tourner les vidéos YouTube. J'imagine qu'il y a aussi une utilisation de ces espaces-là. Comment collectivement aussi on fait circuler les techniques? Est-ce que vous avez pisté aussi plus précisément ces gestes? Comment ils s'apprennent, comment ils se transmettent, comment ils se renégocient en fonction des différents usages, des moments, enfin voilà. J'avais une question pour rebondir qui est liée à ça aussi. Je me demandais par rapport à la transmission esthétique dans l'entre-soi féminin. Dans votre communication, on a l'impression qu'à l'adolescence, c'est des mères vers les filles, au grand âge, des filles vers les mères. Et je me demandais si on pouvait généraliser comme ça ou si c'était plus, on va dire qu'il y avait des espaces où ça s'inversait, c'était plus horizontal. Bon, je me demandais, j'avais ça en tête. Ah, merci, c'est intéressant. Alors oui, sur le pistage, oui. Alors nous, on a fait beaucoup quand même d'observations au sein du groupe domestique, donc dans les familles. Et par exemple, certaines d'entre les petites jeunes filles qu'on suivait avaient 10 ans, 11 ans, donc elles étaient vraiment à la maison. Et là, très clairement, il y a des pratiques, donc elles se retrouvent entre copines et puis autour du vernis. Alors là, on a eu beaucoup de choses autour du vernis à ongles, parce que c'est une pratique même qui commence bien avant 10 ans, vers déjà... Ça peut même être tout petit, avec la maman qui... Alors, toute une codification des couleurs, c'est pas n'importe quelle couleur, on va prendre des jaunes, des bleus, il y a beaucoup de palettes de couleurs aujourd'hui, et on se les met entre soi, et alors là, ça va être quand est-ce qu'on va à l'école avec. Et c'est là où le dimanche soir, dans certaines familles, c'est enlevé, et puis dans d'autres, non. Donc là, toute la question, c'était quelle famille autorise que le vernis à ongles, qui est le premier élément de maquillage, enfin des jeunes filles, sort du groupe domestique et du moment de festif, etc. Et là, on a des difficultés, sincèrement, à trouver parce que c'est pas une question de classe sociale, c'est plutôt une question, est-ce que nous, ce qu'on a trouvé a priori, ce serait que des mères qui se maquillent elles-mêmes pas mal laissent leurs filles plutôt partir avec des parures, voilà. Donc oui, bien sûr. Alors YouTube, oui, là, ça c'est-à-dire que, alors aujourd'hui, c'est même plus YouTube, c'est Snapchat, c'est donc qu'est-ce que vous disiez, Instagram, dont on parlait tout à l'heure, bien sûr. Alors on se passe les pratiques, etc. Après, justement, il y a toute l'expérimentation. Faut faire attention parce que ce qu'elles font sur YouTube va pas forcément être autorisé dans la vraie vie. Et après, il y a les parents ou les encadrants scolaires qui vont remettre, ou les animateurs, qui sont quand même très normatifs, c'est-à-dire qu'on leur dit très vite, ça c'est trop. Donc les couleurs de rouge, notamment rouge à lèvres et sur les doigts, etc. L'autre question, c'était les transmissions. Ah oui, les transmissions. Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est. Alors, il faut pas oublier les sœurs qui sont très importantes. Les sœurs, les copines, voilà. À travailler. Non, il y a de l'horizontal aussi, oui. Donc on peut pas les oublier. Mais c'est vrai qu'au plus grand âge, j'ai pas. Mais je sais pas, c'est à retravailler. Est-ce que les copines au grand âge participent à l'esthétisation de soi? J'ai l'impression que c'est plus en couple, et en tout cas dans ce qu'on a en couple, et mère-fille. Mais et puis même des mères vers les filles, même au grand âge. Des mères vers les filles, ouais, c'est on nous
le raconte pas, mais sans doute que ça l'est. Hein. Il faudrait, bon, comme je l'ai dit, c'était pas des recherches qui étaient spécifiquement sur ça. Donc il faudrait travailler sur ça, mais il y en a d'autres qui l'ont fait sans doute aussi. Une dernière question avant de terminer. Moi, je m'en permets une dernière. J'en ai beaucoup, alors j'en profite. Vous disiez, par rapport à la figure de la fille qui se la pète, qu'il n'y avait pas de pendant masculin. Je me demandais dans quelle mesure, peut-être que le garçon qui va être trop féminin, enfin, le côté féminin, est-ce que c'est pas ça finalement le pendant, enfin, dans quelle mesure, voilà, vous l'aviez vu sur le terrain ou en fait, à l'adolescence, non, c'est tout à fait légitime, justement, de se mettre du gel, etc. Est-ce qu'il y avait un stigmate? Parce que ce stigmate-là, il l'est sur l'âge adulte. Mais est-ce qu'à l'adolescence, il y a une sorte de liberté des garçons par rapport aux pratiques esthétiques? Non, alors là, les enfants sont très bicatégorisation de genre, quoi. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc le garçon qui commence justement dans la coupe, dès qu'elle est un tout petit peu trop longue, donc on avait un garçon, dès qu'elle est tout petit peu trop longue, ou bien il y a des garçons qui se maquillent. En fait, dans le groupe domestique, ils se maquillent, les garçons. Ils essayent le maquillage de leur mère. Hein. Mais si jamais ils commencent à aller à l'école avec ça, alors là, ils sont tout de suite stigmatisés comme le PD. Ah non, ils sont très durs. Hein. Les enfants, entre eux, sont très durs sur ça. Et tout de suite, si le garçon n'a pas la coupe qu'il faut, et des fois, c'est très subtil, eh bien, c'est toujours l'orientation sexuelle. Alors, c'est le pendant, peut-être, mais c'est-à-dire qu'on dira à une fille qu'elle est trop femme et à un garçon, en effet, qu'il est un PD. Hein, je reprends leur mot. Donc, ce sera sur l'orientation sexuelle. Donc, c'est pas... Est-ce que c'est le même pendant? C'est pas tout à fait la même chose. On dira jamais d'un garçon qu'il est trop homme, trop masculin. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Mais bien sûr qu'il y a des stigmatisations. Donc on avait, pour terminer, un garçon qui portait les cheveux longs. Il les a portés parce que je l'ai suivi, ce jeune homme, jusqu'au lycée. Et donc régulièrement, des adultes lui disaient, en plus il avait un visage poupon comme ça. Donc est-ce que t'es une fille, t'es un garçon, toi? Mais et quand il est rentré au collège, on lui disait, ouais, t'es un PD, etc. Donc les copains plutôt. Et puis il tenait bon. Ce garçon a tenu avec son catogan et parce que son père avait la même chose, c'était plus une identification paternelle très forte. Et on a des garçons comme ça qui tiennent, qui disaient mais non, moi je suis pas, j'aime cette coiffure. Hein. Voilà. Mais bien sûr, il était renvoyé tout le temps à son identité de genre et son orientation sexuelle. On va conclure la séance. Merci beaucoup de vos interventions. Merci beaucoup. Très riche. Merci de votre écoute. Invitation.